Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Une enfance façonnée par le pouvoir et la détermination. L'empereur Charles le VI, père de Marie-Thérèse, fit preuve d'une remarquable clairvoyance. Peu après son mariage, il établit la pragmatique sanction, un ordre de succession obtenu des divers États placés sous sa domination. Ce décret garantissait que si sa lignée masculine venait à s'éteindre, le trône passerait à ses descendantes féminines. Faire reconnaître et accepter pleinement cette loi fut la mission centrale de son existence. À cette époque, de hauts dignitaires ecclésiastiques élevaient souvent des prières en faveur du roi dans les saintes voûtes des cathédrales. Nous vous supplions, Seigneur du royaume céleste, protégez notre lignée, étendez notre domination, enflammez notre ambition, accroissez nos triomphes, et accordez à notre dynastie un fils issu de votre divine générosité. Envoyez-le afin qu'il soit un gardien pour nos bien-aimés, une tempête pour nos ennemis, un brasier pour nos voisins, et un humble serviteur dans votre royaume céleste. Accordez à notre terre bénie, une terre où la pluie tombe en abondance, où les fleurs jaillissent du sable, où les vents purifient les souillures et où les eaux nourrissent nos vies. Un héritier digne de ce nom. Qu'il soit un guide pour les armées porteuses de votre lumière, les dirigeants avec force et détermination vers la gloire. En l'an 1716, à la grande joie de l'empereur, un fils vint au monde. Vienne et tout le pays célébrèrent cette naissance royale. Cependant, le bonheur fut de courte durée. Avant que les feuilles d'automne ne soient tombées cette même année, le jeune héritier quitta ce monde. Le chagrin de l'empereur fut immense, renforcé par les innombrables difficultés auxquelles il était alors confronté. Le deuxième enfant du couple fut une fille, Marie-Thérèse, née le 13e jour du mois de mai de l'an 1717. Selon la loi de primogéniture établie par la pragmatique sanction, les couronnes des États autrichiens unis reposeraient un jour sur sa tête. Qui aurait pu prévoir que cet enfant, héritant de la beauté de sa mère, posséderait également une intelligence exceptionnelle, une force, une sagesse et un équilibre de fermeté et de bonté que l'on rencontrait rarement, même chez les hommes? Le jour de la naissance de Marie-Thérèse, l'hymne de louange de saint Ambroise résonna solennellement en la cathédrale Saint-Étienne, en présence des plus hautes dignités de l'Empire. Son baptême eut lieu le soir même, dans une magnificence et un éclat remarquables. Après la perte de leur premier-né, le couple impérial trouva une joie immense dans cette nouvelle fille. Malgré la pression des nombreuses guerres, le père dévoué resta inébranlable dans sa quête de faire reconnaître universellement sa loi successorale, garantissant ainsi à sa fille bien-aimée le droit légitime au trône. L'impératrice partageait sa détermination et se réjouissait de chaque reconnaissance arrachée, sentant déjà en l'enfant une grande promesse. Les soins des parents ne se limitaient pas à l'effort politique. Ils ne ménagèrent aucun effort pour développer les grands talents et l'esprit de Marie-Thérèse, la préparant à son futur rôle de souveraine. En même temps, l'impératrice cultiva chez sa fille des vertus féminines qui, plus tard, s'épanouiraient pleinement. L'impératrice Élisabeth Christine s'adressa à tous ceux qui participeraient à l'éducation de sa fille avec l'autorité d'un chef militaire. De la plus sage parmi vous jusqu'à la plus diligente, de l'âme la plus bienveillante jusqu'au précepteur le plus sévère, j'exige de vous un engagement nouveau, plus poussé que jamais. Cet enfant ne deviendra pas simplement la noble épouse d'un futur époux. Son destin n'est comparable à celui d'aucune autre jeune fille. Il est unique, sans égal. Oubliez toutes les jeunes nobles que vous avez instruites jusqu'ici. Je vous demande davantage qu'une simple dame bien née. Ensemble, main dans la main, nous allons former une souveraine. Une monarque qui commandera aux armées, étreindra son peuple, s'agenouillera devant le royaume céleste
et contraindra ses ennemis à la soumission. Telle est notre mission, et nous l'accomplirons ensemble. Avec une attention constante, l'impératrice éclairée veilla sur l'éducation de sa fille. L'esprit prometteur de la princesse fut confié aux plus distinguées dames de la cour, parmi lesquelles les comtesses von Thurn et Valsassina, von Stubenberg et von Fuchs. Ces éducatrices œuvrèrent en harmonie avec l'impératrice, façonnant les premiers apprentissages de la jeune archiduchesse. À mesure que Marie-Thérèse grandissait, on lui présenta des sujets plus sérieux sous la direction d'hommes instruits et compétents. Ses précepteurs lui enseignèrent la religion, l'histoire et d'autres disciplines essentielles. Les études linguistiques commencèrent tôt et furent très variées, car il était crucial pour la future souveraine d'Autriche de communiquer directement avec ses sujets à travers l'Empire. Elle apprit le latin avec aisance, la langue de la Hongrie, et étudia le français, l'italien et l'espagnol, parmi d'autres. Des maîtres qualifiés furent choisis pour ses leçons, ainsi que pour la musique, le dessin et la peinture. Bien que, selon les critères actuels, son éducation puisse sembler limitée à certains égards, elle produisit des résultats remarquables. Cela tenait en grande partie aux capacités extraordinaires de Marie-Thérèse. Elle sut tirer un tel profit de son instruction qu'elle put non seulement assumer les hautes responsabilités qui lui incombèrent très tôt, mais aussi les exercer avec force et dignité, même au cours de la période tumultueuse de sa jeunesse. Un incident notable l'illustre parfaitement. À l'âge de 16 ans à peine, Marie-Thérèse participa au débat sur la question cruciale et complexe de l'élection d'un nouveau roi de Pologne. Elle entra dans la salle du conseil aux côtés de son père, l'empereur Charles VI, afin de rejoindre les délibérations des plus hautes figures politiques de l'Empire. Sa maîtrise d'elle-même et sa prestance impressionnèrent l'Assemblée. Elle écouta attentivement les discussions, et lorsque son père l'invita à exprimer son point de vue, la clarté et la précision de ses idées stupéfièrent les ministres et réjouirent grandement l'empereur. Son jugement aiguisé et sa perspicacité étaient déjà évidents à cet âge précoce. Cette maturité précoce d'esprit n'entama en rien ses qualités féminines. Au contraire, le cœur bienveillant de Marie-Thérèse, son intelligence raffinée, sa pureté morale et sa détermination inébranlable façonnèrent une personnalité qui semblait prédestinée à gouverner. Elle régnait non seulement avec un sceptre, mais aussi avec une grâce naturelle qui lui gagnait les cœurs. Sa beauté saisissante et son élégance la rendaient enviable parmi les princesses d'Europe. À mesure que Marie-Thérèse atteignait l'âge où le mariage devenait une affaire pressante, les débats concernant son futur époux se focalisèrent davantage sur les considérations politiques que sur les sentiments personnels. L'empereur et l'impératrice avaient déjà abordé ce sujet en privé, pesant quelle union servirait le mieux la couronne et renforcerait l'influence de l'Autriche. Vienne et Madrid examinèrent sérieusement l'idée d'une alliance matrimoniale qui réunirait une nouvelle fois les couronnes d'Espagne et d'Autriche grâce à Marie-Thérèse. Lorsque ces plans échouèrent, l'Espagne conserva une profonde rancune envers l'Autriche. Bien que d'autres prétendants potentiels fussent envisagés puis écartés, il est difficile de savoir dans quelle mesure les inclinations personnelles de Marie-Thérèse influencèrent ses décisions, surtout lorsqu'un certain prince de la cour viennoise semblait parfaitement disposé à conquérir son cœur. Ce prince n'était autre que François-Stéphane, fils du duc Léopold et prince héritier de Lorraine. Bien que plus âgé que Marie-Thérèse, il lui correspondait en tout point. À la mort de son père, François hérita du duché de Lorraine, et rien de majeur, ni d'ordre personnel, ni d'ordre politique, ne semblait faire obstacle à leur union. Cependant, des menaces de guerre imminentes vinrent assombrir l'horizon, reléguant les projets de mariage au second plan. La Pologne, comme en de nombreux moments de l'histoire, se trouvait au centre des conflits de cette époque. Le trône de ce royaume tourmenté était vacant, et la multiplicité des prétendants et de leurs revendications concurrentes en faisait une source de discorde.
L'empereur Charles VI soutenait la candidature de l'électeur de Saxe au trône. Toutefois, la France, nourrissant de longue date une rancune envers l'Autriche, avait d'autres projets et déclara la guerre. Le conflit fut bref, car Charles aspirait à la paix, mais il entraîna des modifications significatives. Les territoires autrichiens en Italie furent réduits et le fiancé de Marie-Thérèse, au lieu de conserver son titre de duc de Lorraine, devint grand-duc de Toscane. Une fois la paix rétablie, les préparatifs du mariage reprirent. Les noces furent célébrées avec une grande splendeur. Cependant, la joie de l'événement fut ternie pour l'empereur par les résultats désastreux d'une guerre contre l'Empire ottoman. La mort du prince Eugène, connu comme le « noble chevalier », fut vivement pleurée, d'autant plus que l'Autriche perdait, sous le commandement d'autres généraux moins compétents, une grande partie de ce que les victoires militaires d'Eugène avaient acquis. Peu après le mariage, les jeunes époux entreprirent leur voyage triomphal vers la Toscane, où le mari de Marie-Thérèse prit possession de sa souveraineté. L'empereur Charles avait ardemment souhaité qu'un héritier mâle naquît de cette union, mais ce vœu ne fut pas exaucé. Il s'éteignit le 20e jour du mois d'octobre de l'an 1740, accablé de soucis quant à l'avenir de sa dynastie et affecté par le traité de Belgrade, qui marquait une paix humiliante avec l'Empire ottoman. Son legs à Marie-Thérèse, son héritière désignée, se composait de territoires en grande partie gagnés et sécurisés par les efforts du prince Eugène. Toutefois, les possessions autrichiennes avaient été sensiblement réduites par une succession de guerres. L'état interne de l'Empire était tout aussi dramatique. Les grands personnages et les nobles du royaume, au lieu de s'unir pour défendre la pragmatique sanction ou de renforcer le trésor et l'armée, s'étaient rendus inefficaces et égoïstes. Le luxe excessif de la cour impériale épuisait les ressources nationales déjà affaiblies. Ainsi, lorsque Marie-Thérèse accéda au trône, elle hérita d'un trésor presque vide, d'une armée plus théorique que réelle et d'un gouvernement dépourvu d'organisation et de stabilité. L'empereur était un homme bienveillant, cultivé et noble, mais il lui manquait les qualités requises pour affronter les circonstances politiques difficiles de son époque. Il avait un goût profond pour l'art et le savoir, appréciait tout ce qui était noble et édifiant, et s'efforçait sans relâche d'œuvrer au bien-être de son peuple. Cependant, dans les domaines où la fermeté et la décision s'imposaient, notamment pour maintenir le prestige politique de l'Autriche, il se montrait souvent défaillant. Tandis que Marie-Thérèse hérita de nombreux projets et idéaux de son père pour les faire avancer, elle dut aussi de son propre chef remédier à des difficultés exigeant plus de vigueur et de détermination que son père n'en avait montré. Marie-Thérèse possédait un esprit clair et judicieux, ainsi que l'ardeur résolue d'une souveraine innée. Grâce à ces qualités, elle put entreprendre, avec un succès remarquable, les difficiles tâches de gouvernement et de réforme. Ce qu'un homme n'aurait pu accomplir, même dans les circonstances les plus favorables, fut réalisé par cette jeune impératrice déterminée, suscitant l'admiration de l'Europe entière. Pourtant, son accession au pouvoir fut accueillie avec scepticisme, nombre de gens doutant qu'une si jeune souveraine pût surmonter les immenses défis qui l'attendaient. Une proposition importante, qui dut laisser en elle une empreinte durable, avait été suggérée lorsque la question de son mariage était débattue. Le prince Eugène de Savoie avait proposé une union entre Marie-Thérèse et le prince héritier Frédéric de Prusse, l'homme qui, plus tard, porterait le titre de Frédéric le Grand. Faisant preuve d'une extraordinaire clairvoyance, Eugène préconisait fermement cette alliance, semblant anticiper l'impact potentiel de cette union sur l'avenir de l'Europe. Eugène soulignait souvent un point essentiel dans ses échanges privés. L'Europe gémit depuis trop longtemps, épuisée par les conflits internes. Nous n'avons plus la force d'affronter la menace ottomane et les Ottomans se tiennent désormais à nos portes. Comme Charlemagne l'avait pressenti, l'Autriche est la porte orientale de l'Europe. La chute de Vienne signifierait que l'ennemi s'engouffre dans le corridor européen, transformant ce conflit, initialement autrichien,
en une crise pour toutes les nations européennes. Ces jours-ci pourraient bien représenter le moment le plus critique pour l'Empire au cours des 100 années à venir. La future impératrice doit choisir son époux avec une grande dignité et une grande sagesse, posant son regard sur la puissance montante du Nord. Pour le bien du royaume, c'est la voie la plus sage. Bien que sa vision ne se soit jamais concrétisée, cette suggestion reflète l'impartialité et le génie stratégique d'Eugène. On ne peut qu'imaginer à quel point l'histoire européenne aurait pu différer si l'union de ces deux esprits puissants avait eu lieu. Peut-être bien que nombre des épreuves et des peines des siècles suivants en Allemagne auraient pu être évitées. Pourtant, le destin en décida autrement, régi par ce tribunal supérieur qui gouverne les affaires humaines, laissant derrière lui un irrévocable, ainsi en sera-t-il. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2. Une nouvelle ère, réforme, résilience et devoir royal. À l'âge de 23 ans, Marie-Thérèse devint souveraine, pleinement consciente des défis qui l'attendaient. Malgré le deuil de son père et le poids de ses nouvelles responsabilités, elle puisa de la force dans sa foi et affronta ses devoirs avec détermination. Alors que les conseillers impériaux vacillaient après la mort de l'empereur, l'autorité ferme de Marie-Thérèse restaura leur confiance. Elle gouvernait selon la devise « justice et clémence », gagnant ainsi la dévotion de son peuple. L'un de ses premiers actes en tant qu'impératrice témoigna de sa compassion. Dans un contexte de pauvreté et de faim généralisée, elle ouvrit les greniers impériaux afin de nourrir les plus démunis et persuada les seigneurs de ces territoires d'en faire autant. Ce geste de générosité la fit chérir par son peuple, qui la considérait comme une sauveuse envoyée par la Providence. Marie-Thérèse s'adressant à ses conseillers en la cour impériale, « Je ne resterai pas les bras croisés tandis que mon peuple meurt de faim. Ouvrez immédiatement les greniers impériaux et distribuez de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Cette faim n'est pas seulement la leur, elle est la nôtre. Et j'attends des seigneurs de nos terres qu'ils suivent cet exemple. Faites-leur savoir que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une responsabilité. S'ils prétendent servir cet empire, qu'ils le prouvent en nourrissant son peuple. Notre force, en tant que nation, ne réside ni dans la richesse ni dans la puissance, mais dans le cœur de ceux que nous servons, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. » Son sens de la justice se manifesta tout aussi clairement dans un autre domaine. De vastes troupeaux de cerfs, protégés par la loi, avaient envahi les terres agricoles, dévastant le labeur des paysans. Ceux qui s'opposaient à cette destruction subissaient de sévères châtiments. L'année précédente, cette injustice avait déclenché une rébellion en Styrie, et plusieurs meneurs de l'insurrection avaient été condamnés à mort. Marie-Thérèse agit avec célérité et fermeté. Elle ordonna l'abattage des cerfs et la vente de leur viande à bas prix, accessible au peuple, puis gracia les rebelles condamnés. Toutefois, elle veilla à ce que ceux impliqués fussent tenus de répondre de leurs actes, montrant ainsi son engagement envers la justice tout autant que sa miséricorde. Marie-Thérèse déclara « Il est intolérable que les lois destinées à maintenir l'ordre soient devenues source d'oppression. Ces serfs, protégés par la tradition, ont détruit les moyens de subsistance de nos paysans, et ceux qui ont osé défendre leurs récoltes furent traités en criminels. Cela cesse aujourd'hui. J'ordonne l'abattage immédiat des troupeaux. Leur viande sera vendue à des prix abordables, apportant un soulagement à la population. Quant à la rébellion en Styrie, ceux condamnés à mort seront graciés. Leurs doléances furent dictées par le désespoir, non par la malveillance. Pourtant, une révolte ne peut demeurer sans conséquences. Les responsables feront face à une justice équitable, non par vengeance, mais afin de préserver l'ordre.
La justice doit être tempérée par la clémence, car sans elle, nous perdrions la confiance de ceux que nous sommes censés protéger. Que cette décision serve de leçon. Gouverner signifie veiller sur tous ceux qui sont sous notre autorité, et non seulement sur les privilégiés. Guidée par sa foi et par ses principes de justice et clémence, Marie-Thérèse entama son règne avec force, compassion et une conviction inébranlable. La nécessité de réforme était évidente dans tout le royaume, car de nombreuses coutumes et pratiques obsolètes pesaient sur le pays. Pourtant, nul n'aurait osé espérer que ces changements puissent être instaurés si rapidement et si efficacement. Comment aurait-on pu prévoir qu'une jeune femme, si intelligente et résolue fût-elle, pût saisir si profondément les problèmes de la nation et identifier, puis mettre en œuvre, les solutions requises avec une telle détermination? Marie-Thérèse, cependant, stupéfia aussi bien ses ministres que son peuple. Elle fit preuve d'une compréhension remarquable de l'état des affaires et des racines des maux du pays. Lors de sa toute première réunion avec ses ministres, elle révéla une sagesse et une perspicacité inattendues, qui laissèrent les responsables chevronnés à la fois mal à l'aise et désireux de l'aider à réaliser ses audacieux projets. Elle s'attaqua immédiatement au domaine militaire, suivant en cela les sages conseils que le prince Eugène avait autrefois donnés à son père. L'armée se trouvait dans un état de désordre. De nombreux officiers étaient absents de leur poste, vivant à Vienne ou ailleurs, au lieu de résider auprès de leur régiment. L'impératrice agit résolument, ordonnant à tous les officiers de rejoindre leurs unités et exigeant une augmentation des effectifs afin de garantir la préparation à tout éventuel conflit. Ces réformes redynamisèrent sur l'armée, instillant discipline et sens du devoir là où régnait auparavant la négligence. En même temps, Marie-Thérèse gagna la loyauté de l'ensemble de l'armée par un geste de clémence. Des officiers de haut rang, y compris des colonels et des généraux, tenus pour responsables des échecs de la dernière guerre contre la Turquie et sanctionnés par des renvois et des emprisonnements, furent graciés et réintégrés avec leurs anciens honneurs et fonctions. Cet acte de pardon, associé aux réformes, galvanisa la troupe. Soldats et officiers, ainsi que leurs familles, se sentirent inspirés par le leadership de l'impératrice et le cri résonnant en Hongrie « Nous mourrons pour notre impératrice » devint l'écho sincère d'une profonde dévotion. Charles VI avait essuyé de sévères critiques pour les dépenses excessives de la maison impériale. La cour était chargée d'une suite trop nombreuse de fonctionnaires et d'employés grassement rémunérés dont la présence nuisait bien plus qu'elle n'aidait à l'administration. Les salaires, sans commune mesure avec le travail réel, ne faisaient qu'aggraver la situation, tandis que fraude et détournement n'étaient pas rares. Lorsqu'elle accéda au trône, Marie-Thérèse se trouva confrontée à un foyer impérial plus coûteux pour l'État que la gouvernance même de l'Empire. Dotée d'un jugement affûté et d'une résolution inflexible, Marie-Thérèse réagit sans tarder. Elle décida que les dépenses de la cour devaient s'aligner plus étroitement sur la gestion avisée que l'on trouvait chez des gens de moindre rang. L'esprit de faste fut réprimé, des réformes économiques mises en place, des renvois eurent lieu, des salaires furent réduits, les dépenses superflues éliminées et les comptes de la maison furent soumis à d'étroites inspections. Avec l'aide de son époux, qui participa activement aux questions financières, ces changements commencèrent à porter leurs fruits. Le fardeau financier pesant sur l'État s'allégea considérablement et le public admira sa souveraine pour sa capacité à gérer son vaste foyer avec autant de soin et d'efficacité qu'une ménagère allemande économe. Son leadership alliait une approche claire et décisive à un sens pratique, inspiré par des instincts féminins d'ordre et de mesure. Les nobles dames de la cour commencèrent à ressentir qu'un changement de paradigme s'opérait. Mon cher époux, voyez-vous à quel point les temps ont changé? Un changement de souverain peut-il à ce point modifier le contenu des assiettes du peuple et les conversations de la noblesse? Arborer les plus belles parures, dîner dans la porcelaine la plus élégante,
Afficher les toilettes les plus brillantes ne suscite plus la même considération. À présent, il s'agit de soutenir le peuple, de prendre en compte ses besoins et d'élaborer des politiques pour y répondre. Je regrette notre feu souverain. De son temps, je n'avais pas à me préoccuper de telles questions. Il me suffisait d'exposer ma splendeur lors de ces somptueuses réceptions, et cela suffisait à tout. Le profond respect et l'amour sincère que Marie-Thérèse éprouvait pour son époux étaient visibles dans ses efforts pour lui assurer une place égale en dignité. Dans le mois qui suivit son accession, elle le nomma corégent et lui accorda les privilèges électoraux associés à la couronne de Bohême. Ce geste, reflétant à la fois son affection et sa clairvoyance politique, ne répondait pas uniquement à ses aspirations personnelles, mais tenait aussi compte de la situation diplomatique délicate de l'Autriche. Elle avait conscience de la précarité des relations avec les puissances étrangères et savait que le moindre faux pas pouvait déclencher de terribles conflits. En dépit de la reconnaissance quasi universelle de la pragmatique sanction, une politique que son père avait obtenue au prix d'immenses efforts, Marie-Thérèse restait consciente que des contestations pourraient encore survenir. L'élévation de son époux au statut impérial risquait également de provoquer des oppositions. Toutefois, les États de l'Empire soutinrent rapidement ces deux décisions, et lorsqu'une faible dissidence se manifesta, elle l'ignora habilement. La Bavière, par exemple, revendiqua la couronne de Bohême, mais la démonstration de force militaire de Marie-Thérèse dans la région contestée fut suffisante pour contenir les ambitions bavaroises. Avec son trône assuré, tant sur le plan intérieur qu'international, Marie-Thérèse considérait l'avenir avec confiance. Elle bénéficiait de la loyauté inébranlable de son peuple, de la force d'une armée dévouée, et aucune menace visible ne semblait se profiler à l'horizon pour troubler sa paix et sa stabilité. Chapitre 3. La marche de Frédéric et la défiance de Marie-Thérèse. Là où la rivière Spree serpente à travers ses berges sablonneuses, une nouvelle puissance commençait à s'élever. Le prince Eugène, le noble chevalier, avait pressenti ce moment avec une clarté supérieure à celle de ceux qui ne considéraient que la pragmatique sanction. Ses conseils, bien que sages et animés de bonnes intentions, avaient été négligés. À présent, personne à la cour impériale ne possédait la vision stratégique à long terme d'Eugène de Savoie. Pendant ce temps, une figure redoutable s'affirmait, le jeune roi de Prusse, Frédéric le Second. On le comparait souvent à un aigle à une seule tête, mais son intelligence et son ambition rendaient cette unique tête véritablement exceptionnelle. L'an 1740 marqua l'ascension de deux souverains remarquables, Frédéric en Prusse et Marie-Thérèse en Autriche. Tous deux étaient jeunes, dynamiques et talentueux, destinés à devenir des figures marquantes de leur époque. Frédéric héritait d'un royaume plus modeste, encore en pleine évolution, tandis que Marie-Thérèse prenait la tête d'un vaste empire solidement établi. Pourtant, leurs élévations parallèles suscitèrent 1000 spéculations. Ces deux monarques, égaux par la naissance et le génie, allaient-ils se trouver engagés dans une lutte de pouvoir? La tension était palpable à travers l'Europe, et beaucoup anticipaient un conflit inévitable. À Vienne, on sous-estimait la force de Frédéric. Dès le début de son règne, le roi prussien avait discrètement, mais avec acharnement, bâti une armée puissante, équipé ses troupes et rempli son trésor. Son but ultime était clair pour ceux qui l'entouraient, s'emparer de la Silésie, une région qu'il considérait comme son héritage légitime, en vertu d'un ancien accord. Frédéric agit avec une rapidité foudroyante. Après avoir assisté à un bal de cour à Berlin, il envoya son armée marcher sur la Silésie, tandis que des démarches diplomatiques à Vienne ne servaient que de façade. Le comte Cotter fut dépêché pour présenter des propositions visant à éviter la guerre, mais l'Autriche les refusa. Au moment où ces brèves négociations prenaient fin, les forces de Frédéric franchissaient déjà la frontière silésienne. Frédéric le Grand,
s'adressant à ses commandants lors d'un conseil de guerre. Messieurs, l'heure est venue de réclamer ce qui nous revient de droit. Trop longtemps, la Silésie est demeurée entre les mains de Vienne, un prix qu'ils détiennent par des prétentions dépassées et des accords fragiles. Nous ne sommes plus un simple acteur marginal à la périphérie de l'Europe. Nous sommes la Prusse, et notre force grandit chaque jour. Notre trésor est plein, notre armée disciplinée est prête. Les Autrichiens ne nous voient pas tels que nous sommes. Ils sous-estiment notre détermination et notre puissance. Voilà leur première erreur, et elle ne sera pas la dernière. Cette nuit, j'ai dansé à un bal de cour. Demain, nos bannières flotteront en Silésie. La rapidité sera notre allié, la précision notre arme. Les Autrichiens attendent la diplomatie, ils recevront l'action. Que Vienne brandisse sa pragmatique sanction comme un bouclier. Nous frapperons avec l'acier. Ce n'est pas simplement une campagne, messieurs, c'est une déclaration. Le monde saura que la Prusse est arrivée, et il nous respectera, non pas pour nos paroles, mais pour nos actes. Cette nouvelle frappa Marie-Thérèse comme un éclair. L'attaque était soudaine et inattendue, mais abandonner la Silésie n'était pas une option pour elle. Pourtant, la négligence des conseils du prince Eugène sous le règne de son père se révélait à présent coûteuse. Résolue à défendre son domaine, Marie-Thérèse se tourna vers les puissances européennes qui s'étaient engagées à soutenir la pragmatique sanction, les pressant de tenir leurs promesses. Elle ne rencontra qu'amère désillusion. Au lieu d'une action concrète, ses alliés ne lui offrirent que sympathie et prétexte, laissant l'Autriche isolée dans l'heure du besoin. La jeune impératrice découvrit une dure vérité. Les grandes promesses faites en temps de paix se dissolvent souvent à l'épreuve. Les mots de soutien abondaient, mais les actes faisaient défaut, forçant Marie-Thérèse à faire face presque seule à cette crise. Elle n'eut guère le temps de délibérer. La situation réclamait une réaction immédiate, mais les forces autrichiennes en Silésie étaient trop faibles pour susciter un réel espoir. Le général Brown rassembla une armée en Moravie, mais traverser les montagnes sur de mauvaises routes et en saison défavorable était lent et difficile. Pendant ce temps, Frédéric, avec ses troupes disciplinées et bien équipées, avançait rapidement. Lorsque les forces de Brown purent enfin approcher, Frédéric occupait déjà des positions clés en Silésie. Quand les deux armées s'affrontèrent finalement à Mollwitz, la bataille commença mal pour Frédéric, mais son général, Schwerin, renversa la situation, remportant une victoire décisive sur les Autrichiens. Cette défaite fut un coup sévère pour l'Autriche, et il apparut rapidement que les ennuis ne viennent jamais seuls. Encouragés par le succès de Frédéric, les ennemis cachés de l'Autriche abandonnèrent toute prétention d'amitié et s'allièrent ouvertement à la Prusse. La France, toujours avide de s'étendre vers le Rhin, devint particulièrement agressive et l'on commença à murmurer la possibilité de partager l'empire autrichien entre ses adversaires. À Paris, les conseillers délibérèrent sur toutes les possibilités. Nous devons considérer chaque détail. N'oubliez pas que l'armée autrichienne n'a plus Eugène de Savoie à sa tête. Il repose désormais dans la terre, endormi pour l'éternité. Frédéric est jeune et ambitieux, tandis que l'Autriche ressemble à un vieillard souffrant. Même une jeune impératrice intelligente ne peut les protéger de tous les défis. Naturellement, il ne faut pas négliger la séduction féminine. Au-delà de son esprit affûté et de ses politiques pragmatiques, j'ai entendu dire à maintes reprises qu'elle possède une beauté capable d'enchanter tous les hommes de ce monde. L'avenir de l'Autriche reposait maintenant sur Marie-Thérèse. Tandis que les vieux hommes d'État à la cour hésitaient et exprimaient leurs doutes, la jeune impératrice se montrait résolue. Elle refusa de céder ne serait-ce qu'une fraction de la Silésie et ne consentit à aucune perte sur son héritage, quel qu'en fût le prix. Sa résolution se renforça lorsqu'elle donna naissance à un fils, le futur empereur Joseph II. Cet événement symbolisait l'espoir et la continuité, fortifiant son esprit et inspirant son peuple. L'Angleterre tenta de servir de médiateur entre Marie-Thérèse et Frédéric, mais celui-ci refusa tout compromis.
Il exigea la cession de la Silésie et avertit que si ces demandes n'étaient pas satisfaites, il s'emparerait non seulement de la Silésie, mais aussi de 4 autres duchés. Connu pour tenir parole, sa détermination rendait la situation de Marie-Thérèse apparemment désespérée. Pourtant, elle demeura ferme, résistante face aux dangers croissants, aux doutes de ses ministres, aux intrigues de ses ennemis et à l'assurance de Frédéric. Les négociations n'étaient plus de mise, l'heure de l'action était venue. La position de Marie-Thérèse était précaire. Les Français avaient franchi le Rhin et s'étaient alliés à la Bavière. Passau était pris, Linz tombé, et même Vienne était menacée, prête à succomber si l'ennemi avait avancé plus avant. Au cœur de cette crise, Marie-Thérèse agit avec détermination. La loyauté et l'amour de son peuple se manifestèrent de toutes parts. Les hommes s'engagèrent avec ardeur dans l'armée, et tous ceux qui pouvaient combattre prirent les armes. À Vienne, l'enthousiasme était à son comble. Le travail dans les boutiques cessa, alors que des milliers de personnes s'employaient à renforcer les fortifications délaissées de la ville. Femmes et jeunes filles s'unirent aux efforts, œuvrant sans relâche aux côtés des hommes, comme autrefois lors de la défense historique de Vienne contre Kara Mustapha. Partout en Europe, la détresse de Marie-Thérèse inspirait la sympathie, surtout parmi les femmes. En Angleterre, des dons affluèrent pour soutenir son trésor, reconnaissant qu'elle avait un besoin urgent d'aide financière. Même avec ce soutien impressionnant, les ennemis de Marie-Thérèse semblaient trop puissants pour être surmontés. Toutefois, la Hongrie, avec sa dévotion désintéressée, devint son alliée la plus solide. Elle avait gagné le cœur des Hongrois, et leur loyauté devint sa plus grande force. Lorsque Marie-Thérèse apparut devant l'Assemblée hongroise, son visage empreint de tristesse et son appel sincère émurent profondément les nobles. Leur réponse fut immédiate et unanime. « Nous sommes prêts à mourir pour notre reine, Marie-Thérèse », proclamèrent-ils avec ferveur, offrant leur soutien total et toutes leurs ressources à sa cause. Cette puissante déclaration de fidélité scella le rôle de la Hongrie comme fondement de sa défense et prouva que l'amour de son peuple était son plus sûr rempart. Marie-Thérèse fut profondément émue par la loyauté écrasante des Hongrois. Les larmes aux yeux, la reine laissa paraître son émotion et la vision de sa souveraine ainsi touchée bouleversa l'Assemblée. Lorsque son époux fut officiellement reconnu comme co-régent et que le serment d'allégeance fut prêté, elle éleva son jeune fils Joseph devant la diète. Ce geste fort alluma un nouvel élan d'enthousiasme et les nobles jurèrent une fois de plus leur volonté de mourir pour leur reine. Ils promirent que si des fonds pour la guerre étaient nécessaires, ils feraient fondre leurs ornements d'or et d'argent et même les trésors de l'Église afin de fournir les ressources indispensables. Cet élan de dévotion et de sacrifice insuffla à Marie-Thérèse un espoir précieux. Un trône soutenu par de tels sujets fidèles ne se laisse pas aisément ébranler, et la Hongrie demeura fidèle à ses promesses. Les Hongrois, issus de peuples mêlés aux rives du Danube et au-delà, dont des Cosaques et d'autres farouches cavaliers, apportèrent une énergie sauvage et indomptée à la lutte. Bien qu'ils ne pussent rivaliser avec la discipline des forces prussiennes sur un champ de bataille régulier, leur présence et leur enthousiasme étaient inestimables. La noblesse hongroise, suivie de ses partisans, apporta un poids considérable à la cause de la reine. Pendant que l'on organisait les forces hongroises, une entreprise exigeant du temps, car on ne crée pas une armée d'un simple geste de la main, les soutiens de Marie-Thérèse continuaient de se mobiliser autour d'elle. Pendant ce temps, l'ennemi s'avançait jusqu'à Linz, et la reine se tourna vers l'Angleterre pour obtenir de l'aide. Elle espérait un soutien financier de Londres et des troupes de Hanovre, mais ses attentes furent déçues. Georges II d'Angleterre leva d'abord une armée en Hanovre, mais lorsque les Français, menés par Maillebois, traversèrent la Westphalie, la situation changea. Inquiet pour la sécurité du Hanovre, Georges privilégia ses intérêts. Comme le dit le proverbe, « La charité commence par soi-même ». Le réalisme l'emporta,
et il négocia avec les Français, laissant Marie-Thérèse sans le soutien promis, malgré ses précédentes déclarations de chevalerie et de loyauté. Marie-Thérèse, s'adressant à ses commandants au conseil de guerre, « Nos ennemis pensent avoir déjà gagné, que l'Autriche s'effondrera sous le poids de leurs armées et de leurs alliances. Mais ils nous sous-estiment, ils voient Vienne comme vulnérable, alors qu'entre ses murs, mon peuple forge l'espoir à partir du désespoir, rebâtissant ce que la négligence a laissé à nu. Linz a peut-être chuté, Passau est peut-être perdu, mais nous sommes loin d'être vaincus. Regardez vers la Hongrie, où la loyauté flamboie, tel un brasier. Leur cri de se tenir à nos côtés, de mourir pour nous si nécessaire, n'est pas une simple promesse, mais une force qui nous portera en avant. Nous ne combattons pas seulement pour des terres ou pour l'honneur, mais pour la survie de cet empire, pour nos familles, notre avenir et les principes qui nous unissent en tant que peuple. Que chacun de vos actes, chacune de vos décisions rende hommage au sacrifice de ceux qui travaillent, qui combattent et qui placent leur confiance en notre direction. Ce n'est pas la fin, c'est le début de notre redressement. Ensemble, nous montrerons à l'Europe que l'Autriche ne se brise pas sous la pression. Elle se relève. Avec la France, la Bavière et la Saxe menaçant d'un côté et la Prusse de l'autre, Marie-Thérèse se trouva dans une situation critique, sans armée suffisamment forte pour faire face à ses ennemis. Dans de telles circonstances, un accord avec Frédéric II, négocié par l'Angleterre, fut un soulagement bienvenu. Frédéric accepta ce traité, qui lui accordait la possession de la Silésie et écartait la menace de l'électeur de Bavière. Le traité, signé à Oberschnellendorf, resta totalement secret, offrant à Marie-Thérèse un répit pour se concentrer sur d'autres menaces urgentes. Ce répit était crucial, car la Bavière et la France avançaient vers la capitale de la Bohême. L'électeur de Bavière, séduit par l'éclat d'une couronne, concentra son attention sur la Bohême plutôt que de marcher directement sur Vienne, qui aurait pu tomber rapidement. Pendant ce temps, l'armée de Marie-Thérèse, forte de 60 000 hommes, pénétra en Bohême avec pour objectif de délivrer Prague. La ville, défendue par une garnison de 3 000 hommes seulement, peinait à résister aux forces combinées de la France, de la Bavière et de la Saxe. La vitesse était essentielle pour les Autrichiens, mais ils arrivèrent trop tard. Prague était tombée, et l'électeur de Bavière fut couronné roi de Bohême. Pour lui, ce couronnement n'était qu'une étape vers la couronne impériale. Sans tarder, Charles Albert, l'électeur de Bavière, quitta Prague sous la garde d'une régence, passa par Munich et Mannheim pour se rendre à Francfort, où se tenait l'assemblée électorale. Marie-Thérèse, ébranlée par ce revers, plaçait ses espoirs dans l'élection de son époux au titre d'empereur. Cependant, ses attentes furent déçues lorsque les récents succès de l'électeur de Bavière renforcèrent son influence, le conduisant à être élu empereur le 30e jour du mois de janvier de l'an 1742 et couronné le 12e jour du mois de février de cette même année. Chapitre 4. Une couronne éprouvée par le feu et l'acier. Charles Albert, l'électeur de Bavière, avait atteint le sommet de ses ambitions en devenant empereur, mais sa fortune tourna aussitôt. Presque immédiatement après son couronnement, sa capitale, Munich, tomba aux mains des forces de Marie-Thérèse. Avec l'aide de l'intrépide Khevenhüller et du soutien des Hongrois, son époux obtint d'importants succès en Bohême. Ensemble, ils parvinrent à isoler les forces ennemies présentes en Autriche de celles postées en Bohême, déclenchant une campagne qui sema la dévastation chez leur adversaire. En Bavière, les Autrichiens s'emparèrent rapidement du territoire, et les étendards de Marie-Thérèse flottèrent bientôt triomphalement sur toute la province. Ce renversement de situation attira l'attention de Frédéric II, qui décida de reprendre la lutte. Le traité d'Oberschnellendorf se trouvait ainsi tacitement rompu, et Frédéric ne se sentit plus tenu par ses obligations. Frédéric, discutant de son prochain mouvement avec ses commandants, déclara « Une fois de plus, l'Europe démontre son incapacité à vivre en paix.
Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les ambitions des souverains sont inépuisables. Pour survivre sur ces terres, nous ne pouvons nous noyer dans les plaisirs de palais sûrs et de nuits indolentes. Nous devons retourner sur le champ de bataille. Il y a toujours davantage à conquérir, et nous sommes un royaume qui mérite plus. À présent, nous allons achever l'œuvre qui consiste à faire taire les enfants géniards sur les plaines de la guerre. Il s'allie de nouveau avec Charles Albert, devenu empereur mais en grande difficulté, ravivant ainsi les hostilités. Ce regain de conflit alarma Marie-Thérèse plus encore qu'auparavant. Les succès militaires de Frédéric et ses efforts acharnés pour forger des alliances contre l'Autriche rapprochaient dangereusement la guerre de son domaine. Les hussards de Zieten poussèrent jusqu'à Stockerau, menaçant de destruction les terres autrichiennes. Marie-Thérèse avertit alors ses généraux. Le lion s'est réveillé et sort de sa tanière, se comportant comme un adolescent envieux qui convoite tout ce que je possède. Nous devons rassembler nos forces et les renforcer. Les batailles à venir seront féroces, et nous ne pouvons permettre aux vautours de se poser sur nous, attendant notre défaillance. Chaque parcelle de nos terres doit être défendue, et l'eau qui goûte de la bouche de nos ennemis doit être remplacée par leur propre sang. C'est un combat pour notre survie, et nous ne céderons pas. La catastrophe redoutée fut évitée. L'avancée de Frédéric fut freinée par la Saxe, et la France manifesta peu d'intérêt à poursuivre son soutien à la Prusse. Bien que Frédéric eût cherché à régler son différend avec l'Autriche, les événements prirent un tournant dramatique lors des batailles de Chotusitz et de Czaslau. Ces affrontements lui procurèrent la victoire, mais à un coût élevé. Néanmoins, les deux camps aspiraient à la fin du conflit, ce qui mena à la signature du traité de Breslau durant l'été de l'année 1742. Selon ce traité, Frédéric obtint les duchés de Haute et de Basse-Silésie, ainsi que Glatz, et renonça à toute autre revendication envers Marie-Thérèse. Des frontières claires furent établies, accordant à celle-ci la liberté d'agir ailleurs, mais au prix d'une concession douloureuse. La Silésie, le plus brillant joyau de sa couronne, lui était arrachée, la laissant profondément meurtrie. Pourtant, Marie-Thérèse comprit la nécessité de ce sacrifice pour préserver le reste de son héritage. Une fois le conflit en Silésie résolu, Marie-Thérèse put rediriger son attention et ses troupes vers d'autres fronts. Cette nouvelle vigueur lui permit d'affronter ses ennemis restants, notamment en Bohême où la guerre continuait de faire rage. La paix de Breslau lui apporta un autre avantage. Elle encouragea ses alliés à renouveler leur soutien. Forte de ses appuis, Marie-Thérèse tourna son regard vers la reconquête de la Bohême et de sa capitale, objectif essentiel de sa prochaine campagne. Ayant réalisé des progrès en Italie, malgré quelques concessions, Marie-Thérèse redéploya des troupes vers la Bohême afin de soutenir le siège de Prague. À l'intérieur des murs de la cité, les troupes françaises subissaient de plus en plus de privations, suscitant l'inquiétude tant à Prague qu'à Paris, au point que le maréchal de Belle-Isle se mit en quête de solutions diplomatiques. Pourtant, Marie-Thérèse resta inflexible, rejetant les propositions de reddition de Belle-Isle et les offres françaises d'un geste ferme, consciente que cela pouvait encore attiser la colère de ses adversaires. La situation à Prague se dégrada rapidement pour les Français, à mesure que les réserves s'amenuisaient et que la famine menaçait. Le seul espoir de Belle-Isle reposait sur le corps auxiliaire français commandé par Harcourt, retenu par Khevenhuller le long du Danube. Mais cette aide semblait improbable, car la France subissait des revers sur plusieurs fronts. L'armée française sur le Bas-Rhin était elle aussi freinée, incapable d'intervenir. Malgré ces difficultés, le roi de France ordonna une manœuvre audacieuse. Le commandant en chef français sur le Rhin, laissant une partie de son armée pour contenir les forces anglaises, dirigea ses troupes vers la Bavière, où il rejoignit un corps bavarois. Pendant ce temps, le comte Maurice de Saxe remplaça Harcourt sur le Danube et parvint à éviter les troupes de Khevenhuller, avançant rapidement pour rejoindre la division de Maillebois. Ce plan téméraire faillit réussir,
Mais tandis que les forces autrichiennes assiégeantes tentaient d'intercepter cette nouvelle menace, les Français enfermés à Prague essayèrent de s'échapper et de faire leur jonction avec Maillebois. Les deux tentatives échouèrent. Prague, assiégée par les troupes de Lobkowicz, ne pouvait plus tenir. L'hiver rigoureux accentuait le manque de vivres et de combustible, poussant les Français au bord du gouffre. Cependant, grâce à une planification minutieuse, Belle-Isle parvint à orchestrer une évasion audacieuse, emmenant la garnison française, son artillerie et ses approvisionnements hors de la ville. Les Autrichiens s'aperçurent du retrait trop tard pour l'empêcher et se lancèrent à la poursuite des fuyards, qui endurèrent d'immenses souffrances et de lourdes pertes, mais parvinrent finalement jusqu'à Eger. Les soldats français restés à Prague faillirent être capturés, mais leur commandant se montra menaçant. « En guerre, il y a des victoires et des défaites. Je sais que vous nous avez encerclés, assoiffés de notre sang tels des chiens affamés. Si je devais choisir, je préférerais combattre plutôt que rester inactif. Mais je ne suis pas assez insensé pour croire que nous pouvons remporter cette bataille. Si notre destin est de perdre la vie quoi qu'il arrive, alors ce sera à nos conditions. Nous mettrons cette ville à feu et à sang, et nous périrons dans les flammes. Ce que vous trouverez après notre passage ne sera que cendres de Prague, et si vous le souhaitez, vous pourrez couronner votre reine au milieu de ces ruines. Ou bien, vous pouvez faire preuve de sagesse plutôt que de destruction. Écartez-vous et accordez-nous la dignité d'une retraite de soldats honorables. Ce serait la décision la plus sensée que vous puissiez prendre. » Lobkowicz, ne voulant pas risquer la destruction de Prague, céda, autorisant les Français à quitter la ville. Les Autrichiens prirent alors le contrôle d'une cité endommagée. Malgré les souffrances endurées par les habitants de Prague, dont beaucoup avaient soutenu le couronnement de l'électeur de Bavière, Marie-Thérèse les épargna de nouvelles représailles. Avec la Bohême en grande partie reconquise jusqu'à Eger, Marie-Thérèse fut sacrée en grande pompe, reine de Bohême, consolidant ainsi son autorité dans la région. La fortune semblait désormais sourire à Marie-Thérèse. À la fin de l'année 1742, sa position s'était renforcée à travers l'Europe. En Italie, les événements tournaient également en sa faveur, bien que de nombreux défis subsistassent, des défis qui ne pourraient se résoudre que par l'épée. Au printemps suivant, de nouvelles campagnes se déroulèrent en Bavière. Le feldmaréchal bavarois von Seckendorff, sommé par Charles VII de revenir à Munich, se replia au-delà de la rivière Isère, tandis que le prince Charles de Lorraine et l'expérimenté général Khevenhüller le poursuivaient sans relâche. Le général français Broglio, stationné à Osterhof, resta inactif malgré les appels pressants de Seckendorff. La retraite devint plus désastreuse encore lorsqu'une division entière aux ordres du général Minuzzi fut écrasée dans une bataille sanglante, Minuzzi lui-même étant capturé. Cette victoire fut célébrée avec un vif enthousiasme à Vienne, annonçant la promesse de nouveaux succès. Après ce triomphe, Khevenhüller se tourna vers les forces françaises, impatient de les repousser au-delà du Rhin. L'ayant pressenti, Broglio effectue un repli préventif, menant ses troupes vers Ingolstadt, puis franchissant le Rhin, où l'attendaient des renforts de 12 000 hommes. Ce n'est qu'une fois en sécurité de l'autre côté qu'il se sentit rassuré. La Bavière, désenchantée par ses alliés peu fiables, n'éprouva aucune reconnaissance pour cette retraite. Charles VII, confronté à sa position précaire, prit enfin conscience de l'absence de fiabilité de ses alliés français. Contraint une nouvelle fois de fuir Munich, il était sur le point de subir de plus grandes pertes encore. Sans autre choix, il dut négocier avec l'Autriche pour sauvegarder ses territoires héréditaires. Charles confia à ses plus proches conseillers. « Je croyais que le monde entier se dressait contre Marie, et pourtant, elle est parvenue à multiplier ses alliés et à nous remettre à notre place. J'étais si proche, mais la fortune et même les vents ont tourné en sa faveur. Si nous souhaitons nous placer du bon côté de l'histoire, nous devons changer d'approche. Les occasions se présenteront toujours,
Et lorsque le moment viendra, il faudra saisir la plus avantageuse. Marie-Thérèse proposa la paix, que Charles VII accepta en renonçant à ses revendications sur l'Autriche et en rendant les territoires conquis. Elle obtint des serments de fidélité de ces régions, coupant court aux prétentions antérieures de Charles en Bohême. Son succès s'accrut lorsque les forces anglaises entrèrent en lice. Traversant le Rhin via Francfort avec des renforts, elle visait à s'unir aux commandants autrichiens. Malgré la résistance française menée par le maréchal de Noailles, l'arrivée du roi Georges II à la tête de ses troupes aboutit à une victoire anglaise à la bataille de Dettingen. Le roi Georges coordonna ensuite ses projets avec les dirigeants autrichiens à Hainaut, prévoyant un double franchissement du Rhin pour atteindre la Champagne. Ce plan échoua, contraignant les deux armées à se retirer dans leur quartier d'hiver, non sans que les Anglais démantelassent préalablement les fortifications françaises sur le Rhin. Malgré les succès remportés par Marie-Thérèse au cours de ces guerres, les difficultés persistantes en Italie lui pesaient. Le général espagnol en charge, largement critiqué pour sa négligence, fut remplacé par un nouveau chef chargé de corriger les erreurs passées. Ces efforts furent néanmoins entravés par le feld-maréchal autrichien, le comte Tron, stratège expérimenté et rusé, qui s'avéra un obstacle insurmontable. Le 8e jour du mois de février de l'année 1743, Tron remporta une victoire décisive au cours d'une bataille sanglante. Peu après, des négociations de paix débutèrent à Worms entre l'Angleterre, la Sardaigne et l'Autriche. Pour sceller cette alliance, Marie-Thérèse dut une fois de plus céder une partie de son territoire, cette fois à la Sardaigne. Bien que douloureux, ce sacrifice renforça son camp. Peu après la signature du traité, Lobkowicz, qui avait succédé à Traun au commandement, lança une offensive victorieuse contre les forces espagnoles, les repoussant. Le roi de Sardaigne infligea alors un coup fatal à l'armée franco-espagnole, la contraignant à se retirer dans le sud de la France pour l'hiver. Quoique Marie-Thérèse eût dû faire des concessions territoriales, ses armées ressortirent victorieuses. Ces événements consolidèrent ses alliances et lui apportèrent un nouvel allié en la personne de l'électeur Frédéric-Auguste IV de Saxe, qui promit 20 000 soldats à sa cause. À la fin de l'année 1743, ses perspectives semblaient favorables. Au cours d'une célébration marquant ses victoires, Marie-Thérèse s'adressa à ses proches avec gratitude. « Je suis profondément satisfaite des progrès accomplis en seulement la 3e année de mon règne. Un avenir radieux nous attend. Nos ennemis n'ont jamais imaginé qu'une femme, âgée de 23 ans, puisse défendre sa couronne avec une telle détermination. Mais il y a tant de choses qu'ils ignorent. Dès l'instant où j'ai pris conscience de moi-même et de ma place en ce monde, j'ai su que ma vie serait celle d'une souveraine, et j'y fus préparée en conséquence. Hommes et femmes portent dans leur crâne des cerveaux presque identiques en taille et en poids. Grâce à nos armées infatigables et à nos alliés pragmatiques, je crois que nous avons donné quelques leçons à ceux qui s'acharnent encore dans leur chasse aux sorcières mal avisées. Cependant, l'horizon s'assombrit de nouveau, alors que de nouvelles menaces surgissaient. Frédéric de Prusse, le « lion sur la Spree », commençait à s'agiter. Son armée redoutable, autrefois raillée comme simple patrouille nocturne de Potsdam, était désormais reconnue comme une force avec laquelle il faudrait compter, guidée par l'esprit acéré et la détermination inflexible de Frédéric lui-même. Chapitre 5. Le choc des empires, la bataille pour la Silésie. Malgré une préparation minutieuse, Marie-Thérèse abordait le conflit du printemps avec appréhension. La mort de Khevenhüller, son général de confiance et de grande valeur, fut pour elle un coup douloureux. Son absence pesait lourdement, alors que l'Autriche faisait face à une menace plus redoutable encore. Une alliance renforcée entre la France et l'Espagne, avec une France désormais engagée militairement, et non plus seulement dans le rôle de soutien aux adversaires de l'Autriche.
La campagne débuta aux Pays-Bas, où une armée française puissante et bien conduite affrontait les forces combinées de l'Autriche, de la Hollande et de l'Angleterre. Ses alliés, moins nombreux et dirigés de manière fragmentée, laissaient un net avantage aux Français. Pour y faire face, l'Autriche lança une offensive en Alsace, où se trouvaient des troupes françaises et bavaroises. Les forces autrichiennes, menées par le prince Charles de Lorraine et le très aimé Père Traun, surnom donné au comte Traun par ses soldats, remportèrent de notables succès. Tandis qu'aux Pays-Bas, les Français prenaient l'avantage, en Alsace, les Autrichiens avançaient triomphalement. Cependant, pendant que l'Autriche était engagée sur ces fronts, la Seconde Guerre de Silésie apportait de nouveaux défis. Frédéric de Prusse, déterminé à sécuriser les territoires récemment acquis, avait mis à profit la période de paix pour préparer son armée. Il disposait désormais d'une force bien équipée de plus de 120 000 soldats, de fournitures abondantes et d'un trésor plein, un atout dont l'Autriche n'avait jamais bénéficié. La capacité de Frédéric à financer son armée sans entraver la prospérité de son peuple était un rare avantage, considérable dans ce type de conflit. Frédéric s'inquiétait particulièrement au sujet de la Silésie. Depuis le traité de Breslau, la puissance de Marie-Thérèse avait cru, et avec ses solides alliances, elle pourrait tenter de reprendre cette province, une perte qu'elle n'avait jamais réellement acceptée. Frédéric estimait qu'un nouvel affrontement était inévitable, alimenté par les ambitions de l'impératrice. Avant de passer à l'action, Frédéric s'adressa à ses commandants lors d'un conseil de guerre. Marie-Thérèse a récemment gagné en force et en expérience. Sa confiance a sans doute grandi également. Il ne s'agit plus que de temps avant qu'elle ne saisisse la première occasion de reprendre les territoires que nous lui avons arrachés. Si vous souhaitez éviter un désastre, vous devez le prévoir, sinon vous n'êtes qu'un imbécile. Je ne suis pas un imbécile, et je ne resterai pas assis sur mon trône à attendre qu'elle lâche ses meutes sur moi. Peut-être ce moment marque-t-il le début de sa chute, ou peut-être s'agit-il de la meilleure occasion de s'approprier ce qui lui appartient. Malgré son désir de rallier à sa cause certains princes allemands restés neutres, Frédéric échoua à obtenir leur soutien. Il s'allie alors de nouveau avec la France, l'empereur Charles VII et d'autres puissances, consolidant sa position et assurant la force de sa campagne contre l'Autriche. Le cœur de Marie-Thérèse se serra en apprenant les démarches de Frédéric, mais sa foi en Dieu et en la justice de sa cause lui insufflait du courage. Elle exprima sa détermination en ces termes. « Dieu connaît la justesse de ma cause. Il me protégera comme il l'a déjà fait. » Des lettres s'échangèrent entre Marie-Thérèse et Frédéric, chacun accusant l'autre d'avoir violé le traité. Ces échanges restèrent vains, et la guerre fut officiellement déclarée prétendument au nom de l'empereur Charles VII. Une armée prussienne de 100 000 soldats pénétra en Bohême, tandis qu'une partie des forces de Frédéric restait en Kurmark et en Silésie pour sécuriser ses territoires. L'invasion de Frédéric prit la Saxe au dépourvu. Malgré quelques tentatives de résistance, le général Zieten ouvrit la voie avec ses hussards et Frédéric atteignit les portes de Prague avec une rapidité stupéfiante. Confrontée à cette grave menace, Marie-Thérèse appela la milice à défendre ses terres. Hélas, ces hommes n'étaient pas de taille face à l'armée prussienne, disciplinée et puissante. Dans sa détresse, elle se tourna vers la Hongrie. Se rendant à Presbourg, ses paroles enflammées et sa présence royale inspirèrent une fois de plus les Hongrois. Dans un élan de dévouement extraordinaire, 40 000 Hongrois répondirent à son appel, 30 000 de plus formèrent une réserve, et 10 000 furent dépêchés sans délai en Bohême pour faire face à l'avancée de Frédéric. Cette mobilisation fut largement due à l'action du vieux palatin Palfy qui, bien que ne pouvant plus combattre, rallia ses compatriotes à la cause de Marie-Thérèse. En guise de reconnaissance, Marie-Thérèse lui adressa une lettre demeurée célèbre, pleine d'éloquence, accompagnée de cadeaux significatifs, son plus noble cheval, une épée ornée de pierreries et une bague en diamant.
Sa lettre disait « Mon père Palfi, je vous envoie ce cheval, digne d'être monté uniquement par le plus noble de mes sujets. Acceptez également cette épée pour me défendre contre mes ennemis. Et gardez cette bague en gage de mon affection durable. Thérèse. » La nouvelle de cette lettre et des présents offerts à Palfi se répandit rapidement en Hongrie, suscitant un élan d'enthousiasme parmi le peuple hongrois, déjà connu pour sa loyauté et son esprit de sacrifice envers l'impératrice. Toutefois, avant que les renforts hongrois ne parviennent à rejoindre les rangs, Frédéric s'empara de Prague ainsi que de plusieurs autres villes stratégiques. Les alliés de Marie-Thérèse commencèrent à perdre espoir, mais sa détermination, elle, ne fléchit pas. Une fois les forces hongroises arrivées, Marie-Thérèse pressa la Saxe d'agir et rappela le prince Charles de Lorraine en Bohême. Bien que contraint d'affronter un adversaire redoutable, le prince Charles obtint des succès remarquables. Les troupes autrichiennes venues d'Alsace s'unirent à des renforts saxons et le sage comte Tron élabora une stratégie magistrale pour couper Frédéric de Prague et le contraindre à la soumission par la faim. Frédéric tenta à plusieurs reprises de forcer Traun à livrer bataille en terrain découvert, mais Traun évita habilement la confrontation directe. Au lieu de cela, sa cavalerie légère harcela sans relâche les troupes de Frédéric, s'emparant de ses lignes de ravitaillement et coupant ses approvisionnements. Dans le même temps, les Bohémiens locaux, alliés aux soldats de Marie-Thérèse, enfouirent leurs réserves pour que les Prussiens ne puissent s'en emparer, puis se retirèrent dans les forêts. Frédéric, furieux et frustré, voyait ses troupes souffrir de la faim et des privations. Le moral s'effondra, des querelles éclatèrent et les désertions se multiplièrent. Finalement, Frédéric fut contraint de battre en retraite à contre-cœur. Grâce au retrait de Frédéric, l'Autriche reprit le contrôle de la Bohême sans perte majeure. Traun, profitant de l'élan, poursuivit les Prussiens en Glatz et en Haute-Silésie. Il sembla alors que Marie-Thérèse pourrait reconquérir la Silésie, cette province qu'elle pleurait depuis si longtemps. Mais au moment où la victoire paraissait à portée de main, la situation se renversa de nouveau, menaçant ses espoirs. L'armée autrichienne avait été dispersée trop négligemment. Les troupes saxonnes s'étaient retirées et d'autres divisions étaient parties sur des fronts éloignés, offrant ainsi aux Prussiens la possibilité de se regrouper et de passer à l'offensive. Frédéric saisit l'occasion, contraignant le comte Traun à se replier en Moravie. Les Autrichiens parvinrent à infliger quelques coups forts avant que les deux armées ne se retirent dans leur quartier d'hiver. Bien que Marie-Thérèse dût concéder certains avantages à Frédéric, la campagne lui avait globalement été favorable. Frédéric, prudent, se déclara prêt à faire la paix, mais Marie-Thérèse rejeta ses ouvertures. Elle avait formé une nouvelle alliance avec l'Angleterre, la Hollande et la Saxe, entretenant l'espoir de récupérer la Silésie, le joyau arraché à sa couronne. Alors que la campagne du printemps s'annonçait, l'empereur Charles VII mourut le 20e jour du mois de janvier de l'année 1745. Son décès modifia profondément l'équilibre politique. Marie-Thérèse, résolue à rendre la couronne impériale à sa propre maison, vit l'occasion de la placer sur la tête de son époux. Avec reconnaissance, Marie-Thérèse pria intensément Dieu durant la nuit. « Dieu Tout-Puissant, envoie ta lumière céleste sur moi, que ta chaleur embrase mon âme et que ses flammes aveuglent les yeux de mes ennemis. Et à ceux parmi les miens qui complotent de me poignarder dans le dos à la première occasion, inspire-leur une telle terreur qu'ils rêvent d'être écrasés sous mon cheval comme des campagnols sous le pied. » Le défunt empereur avait conseillé à son fils, Maximilien Joseph, de faire la paix avec l'Autriche et de renoncer à ses prétentions sur la couronne impériale. Toutefois, le jeune électeur subit l'influence de conseillers ambitieux. Les succès militaires de l'Autriche le contraignirent bientôt à abandonner Munich, comme son père avant lui. Confronté à l'effondrement de sa position, Maximilien Joseph finit par suivre la sagesse paternelle et rechercha la paix.
signé à Füssen le 22e jour du mois d'avril de l'année 1745. Le traité de Füssen rendit à Maximilien Joseph tous ses territoires conquis, mais l'obligea à renoncer à toute revendication sur la succession autrichienne. Il reconnut les droits de Marie-Thérèse garantis par la pragmatique sanction et s'engagea à soutenir l'élection de son époux comme empereur. Cet accord démantela l'Union de Francfort, laissant Frédéric de Prusse isolé. La situation de Frédéric devint plus précaire encore lorsque la Russie déclara qu'elle ne tolérerait aucune attaque contre la Saxe. Cette position équivalait à une promesse de soutien tacite à l'Autriche, renforçant l'alliance quadruple de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Hollande et de la Saxe, conclue à Varsovie, et laissant Frédéric face à une opposition de plus en plus unie. Frédéric estima plus prudent de rechercher la paix plutôt que de se mesurer à des forces accablantes. Toutefois, malgré ces offres avantageuses, les négociations échouèrent, car il refusa de restituer la Silésie que Marie-Thérèse était résolue à reprendre. Se tournant vers la Saxe, Marie-Thérèse obtint son alliance, isolant davantage Frédéric. La situation de ce dernier devenait critique à mesure que ses ressources financières s'amenuisaient. L'argenterie royale avait déjà été fondue en pièces de monnaie sans que cela suffise. Pourtant, loin de se décourager, Frédéric demeurait lucide, résolu, défiant la peur de ses adversaires. Lorsque la campagne reprit, l'équilibre des forces avait changé. Marie-Thérèse envoya une armée de 80 000 hommes, à laquelle se joignirent 30 000 Saxons pour reconquérir la Silésie. Confiante, ses troupes croyaient Frédéric découragé et démoralisé par ses récents revers. Elles ignoraient que Frédéric lui-même avait répandu ces rumeurs dans le but délibéré de les induire en erreur. Frédéric attira les Autrichiens dans un piège. Il choisit une position dissimulée, attendant avec calme et assurance que le prince Charles de Lorraine mène les forces autrichiennes au-delà des montagnes. Son plan fonctionna à merveille. Les Autrichiens, trompés par une petite troupe visible depuis un sommet, crurent qu'il s'agissait de l'arrière-garde d'un ennemi en retraite vers Breslau. Convaincus de leur avantage, ils avancèrent droit dans l'embuscade savamment préparée par Frédéric. Le 4e jour du mois de juin, les troupes de Frédéric franchirent le cours d'eau à Strigo et tombèrent de manière inattendue sur 2 bataillons saxons. Surpris par la présence prussienne, les Saxons attendirent des renforts, mais Frédéric ne perdit pas de temps, déclenchant un bombardement d'artillerie dévastateur. La cavalerie autrichienne tenta une contre-attaque, mais fut rapidement mise en déroute et vaincue. Les 2 bataillons saxons de tête furent presque entièrement anéantis, et les troupes autrichiennes qui les suivaient subirent le même sort. Le prince Charles de Lorraine, qui dirigeait l'armée austro-saxonne, fut complètement trompé. Croyant que le tonnerre des canons et la fusillade provenaient des efforts saxons pour s'emparer de Strigo, il ne vit pas la nécessité d'envoyer des renforts. Il pensait encore que les Prussiens se repliaient vers Breslau. Lorsqu'il comprit que les Saxons battaient en retraite et que l'ennemi avait infligé de lourdes pertes, il était trop tard. Les troupes de Frédéric lancèrent une attaque massive, et malgré les tentatives du prince Charles pour organiser une défense, Autrichiens et Saxons furent submergés. Le prince Charles de Lorraine délibéra sur le champ de bataille avec ses conseillers. « Nous faisons face à une armée puissante, embusquée avec une précision quasi parfaite. La bravoure téméraire ne nous servira à rien en cet instant. C'est de sagesse qu'il nous faut faire preuve, en nous repliant avant d'essuyer des pertes plus lourdes. Nous connaissons notre force et nous avons confiance en nos soldats. Mais il s'agit d'une partie d'échecs, et cette fois, la stratégie du lion a surpassé la nôtre. Laissons-le aux prises avec ses propres ambitions tandis que nous nous repositionnons, prolongeons l'affrontement et attendons des renforts. Nous devons agir vite et avec discernement pour préserver notre avantage. » Après 5 heures de combat acharné, Charles n'eut d'autre choix que de se retirer via Hohenfriedberg. Frédéric, bien que victorieux, ne put le poursuivre, car ses troupes étaient épuisées.
Cette bataille fut un désastre pour l'Autriche et la Saxe, mais la victoire de Frédéric ne produisit pas les effets stratégiques escomptés. Le prince Charles se replia vers la Bohême, où il établit une solide position défensive avec les forces saxonnes restantes. Frédéric le suivit, mais n'osa pas attaquer la forteresse autrichienne. Pendant 3 mois, les deux armées restèrent inactives, aucune ne voulant prendre le risque d'attaquer sans renfort. Pendant ce temps, la guerre faisait rage en Flandre, où les Français remportaient plusieurs victoires sur les Alliés. Le roi Georges II d'Angleterre, en position délicate face à la France, chercha à négocier la paix entre Marie-Thérèse et Frédéric. Un projet d'accord fut établi, mais lorsque Marie-Thérèse apprit qu'il garantissait à Frédéric la possession de la Silésie, elle refusa catégoriquement. Marie-Thérèse accordait peu d'importance à la défaite de Hohenfriedberg. Elle gardait confiance dans les capacités du prince Charles de Lorraine, dans la loyauté de ses troupes hongroises et dans la perspective de voir son époux couronné empereur. Inébranlable, elle refusait de céder sa chère Silésie, la province qu'elle était résolue à reconquérir. Marie-Thérèse déclara « Je ne laisserai pas le lion dormir paisiblement tant qu'il ne sera pas contraint de me rendre ce qui m'appartient de droit. Il m'a surprise une fois, par son opportunisme et sa ruse. À présent, Frédéric craint ma force et recourt à des manœuvres trompeuses sur le champ de bataille pour tenter de me vaincre. Je lui montrerai que rien, en ce monde, ne s'obtient aisément. Pas un seul mètre carré de mon héritage ne lui sera cédé. » Le plus grand souhait de Marie-Thérèse fut exaucé lorsque son époux, François-Stéphane, fut élu et couronné empereur François Ier. Ce triomphe ranima son espoir et sa détermination, la poussant à poursuivre la guerre avec vigueur. Les efforts du roi Georges II d'Angleterre pour obtenir la paix échouèrent et Frédéric reprit les hostilités. Marie-Thérèse, refusant d'abandonner la Silésie, força Frédéric à affronter un conflit difficile. En Silésie, les Hongrois avaient pris Cossel, poussant Frédéric à envoyer une partie de son armée pour la reprendre, ce qu'elle fit avec succès. Un autre détachement se dirigea vers Halle, où se trouvait le général expérimenté Dessauer, afin de contrer les Saxons qui menaçaient le Brandebourg. Frédéric lui-même ne disposait que d'environ 22 000 hommes face à une plus importante armée autrichienne. Le retard accumulé avait permis aux Autrichiens de s'approcher dangereusement, laissant à Frédéric peu d'alternatives. Il devait livrer bataille. Le 30e jour du mois de septembre de l'année 1745, près de Sort, tandis que Frédéric préparait à repositionner ses troupes, le prince Charles de Lorraine lança une attaque. Frédéric forma rapidement ses lignes et riposta par une charge de cavalerie décisive, donnant le ton à une victoire prussienne. Inspirée par la cavalerie, l'infanterie combattit avec un courage remarquable, assurant un triomphe éclatant. Son armée resta durant 5 jours sans être inquiétée sur le champ de bataille, avant de se diriger vers la Silésie pour y établir ses quartiers d'hiver. L'espoir d'une trêve refit surface, mais fut de courte durée. À Vienne, on préparait une campagne d'hiver visant à frapper directement Berlin. Sous les ordres du prince Charles de Lorraine, l'armée autrichienne prévoyait de s'unir aux forces du Rhin et aux troupes saxonnes à Halle avant de converger sur la capitale prussienne. Toutefois, les projets de Marie-Thérèse furent éventés et Frédéric, fidèle à sa stratégie d'anticiper le désastre, réagit sans attendre. Frédéric prit de grands risques, car la Russie avait promis son soutien à la Saxe en cas d'attaque prussienne. Malgré cela, il rejoignit son armée principale en Silésie, sécurisant la frontière, puis se déplaça avec discrétion et rapidité pour affronter Autrichiens et Saxons en Haute-Lusace. À Kunersdorf, Frédéric lança une attaque soudaine et couronnée de succès, anéantissant tout espoir d'une prise surprenante de Berlin. Cette victoire prussienne démoralisa les forces autrichiennes et le prince Charles se replia sur la Bohême, mettant fin à l'offensive hivernale. Les succès de Frédéric ne s'arrêtèrent pas là. Il appela le général Dessauer à le rejoindre en Saxe
avança sur Dresde et proposa aux Saxons des conditions de paix. Leur refus laissa le sort des armes tranchées. L'affrontement décisif eut lieu à Kesselsdorf, où une erreur critique des Saxons livra à la Prusse une victoire nette. Le prince Charles, incapable de tenir sa position, se retira avec son armée, et les Saxons abandonnèrent leur capitale. Frédéric entra dans Dresde le 18e jour du mois de décembre de la même année. Ce triomphe ouvrit la voie à la paix. Peu après, un accord fut conclu, dans lequel Frédéric reconnut officiellement les droits électoraux de Marie-Thérèse en Bohême et la légitimité de l'élection de son époux comme empereur. Il conserva cependant la Silésie, cette province que l'Autriche aspirait toujours à retrouver. Bien que l'Autriche eût subi de lourdes pertes durant la guerre, Marie-Thérèse atteignit l'un de ses objectifs principaux, la reconnaissance du titre impérial de son époux. Néanmoins, elle dut encore une fois accepter l'emprise de la Prusse sur la Silésie, dissimulant sa déception sous un masque de détermination diplomatique. La Saxe, ayant subi les assauts de la puissance militaire de Frédéric, était soulagée de sortir du conflit sans autre concession majeure. Le traité de Dresde mit fin aux hostilités immédiates et ramena une certaine stabilité dans les affaires intérieures de Marie-Thérèse, que la longue et dévastatrice guerre avait profondément ébranlée. Chapitre 6. Le séisme politique, la route vers la guerre de 7 ans. En Italie, la situation devint encore plus difficile pour Marie-Thérèse. Gênes, jusqu'alors restée neutre, s'allia à l'Espagne, à Naples et à la France, ajoutant ainsi environ 10 000 soldats aux forces ennemies. Au cours du mois de mai, l'armée combinée opposée à l'Autriche et à sa fidèle alliée, la Sardaigne, atteignit environ 70 000 hommes, représentant une menace considérable. L'exaltation régnait au Sénat de Gênes, et un noble n'hésita pas à exprimer ses idées audacieuses. Depuis trop longtemps, nous sommes restés indifférents aux événements se déroulant autour de nous, négligeant les mesures nécessaires pour revendiquer notre part. Une jeune fille a troublé les eaux, et elle l'a fait aux côtés d'un garçon presque adolescent, qui semble croire que la guerre est un jeu aussi simple que manier ses jouets. Le temps est venu de nous aligner sur les vainqueurs. Nous devons assurer notre part du butin et tirer le meilleur parti des opportunités qui s'offrent à nous. Le traité de Dresde offrit un répit à Marie-Thérèse, mais exigea aussi une vigilance accrue et de nouveaux efforts. Tandis que ce traité apportait une trêve passagère, l'impératrice devait affronter la crise grandissante en Italie. Pour renforcer sa position, elle envoya des renforts et nomma le prince Wenzel Liechtenstein à la tête des forces autrichiennes. 30 000 soldats frais, menés par un commandant compétent, améliorèrent considérablement les perspectives de son armée. La campagne débuta au printemps de l'année 1746, et les événements penchèrent de bientôt en faveur de l'Autriche grâce à un développement inattendu. Le 9e jour du mois de juillet de la même année, le roi Philippe V d'Espagne mourut, laissant le trône à Ferdinand VI. Contrairement à son prédécesseur, Ferdinand aspirait à la paix, affaiblissant ainsi l'effort de guerre espagnol. De plus, le rappel de 6 000 soldats espagnols d'Italie vers l'Espagne fit pencher davantage la balance en faveur de l'Autriche. Le changement de direction dans le commandement espagnol en Italie, combiné au retrait de ces 6 000 hommes, renforça considérablement la position de Liechtenstein, un avantage qui se révéla décisif. Le 10e jour du mois d'août, une bataille mit pratiquement fin à la menace espagnole contre l'armée de Marie-Thérèse, permettant à celle-ci de concentrer ses forces sur Gênes. La République, autrefois si fière, déjà troublée par les récents événements, plongea dans la panique lorsque les Autrichiens s'emparèrent de Boqueta. Le Sénat génois fut contraint de se soumettre aux vainqueurs. Bien que Gênes fût exposée à de dures représailles, Marie-Thérèse s'efforça elle-même d'en atténuer la sévérité, cherchant à modérer les punitions infligées par Botta. Elle savait que Gênes avait déjà beaucoup souffert, sans doute trop,
comme la suite des événements le prouverait. Toutefois, le succès de l'Autriche fut rapidement compromis par les ambitions de ses alliés, l'Angleterre et la Sardaigne. Distraits par leur désir d'attaquer Naples, ses alliés détournèrent des ressources et de l'attention, forçant l'Autriche à se concentrer sur la poursuite des Français et des Espagnols vers Nice. Les Autrichiens pénétrèrent en Provence, mais leur avancée fut bientôt stoppée. Le traitement rigoureux réservé à Gênes avait déclenché une insurrection populaire, prouvant qu'un peuple poussé au désespoir finit par se révolter. La rébellion génoise, couplée à la mauvaise gestion et à la cruauté excessive de Botta, infligea à l'Autriche un sérieux revers. L'insurrection força Botta à fuir, tandis que le général Brown dut se retirer de Provence. Gênes recouvra son indépendance, et l'Autriche perdit hommes, ravitaillement et territoire. Marie-Thérèse dut réfléchir à la manière dont l'arrogance et la dureté excessive de ses troupes avaient conduit à un tel renversement de fortune. La guerre en Italie se prolongea, avec des résultats mitigés, jusqu'à ce que le traité d'Aix-la-Chapelle vînt mettre fin au conflit. Toutefois, l'Autriche obtint peu de gains grâce à cette paix, et Marie-Thérèse ressentit profondément le poids de cette conclusion peu satisfaisante. S'adressant à ses diplomates, Marie-Thérèse déclara « Je suis certaine que nous avons tout tenté sur le champ de bataille. Nous avons aussi poussé la diplomatie à ses limites, grâce à des personnes habiles comme vous. Pourtant, le résultat initialement visé demeure lointain. Néanmoins, nous avons obtenu un répit, maintenant que les vautours qui nous entouraient s'éloignent un temps. À présent, il est temps de nous tourner vers l'intérieur. Les temps changent, et nous devons saisir l'occasion de renforcer et de moderniser notre empire. Notre peuple doit ressentir la présence de ses dirigeants. Si nous veillons sur eux en temps de paix, ils se tiendront à nos côtés en temps de guerre. » Après des années de guerre, Marie-Thérèse détourna son attention des champs de bataille vers le bien-être de son peuple. Dotée d'un esprit vif et d'une nature compatissante, elle consacra son énergie à la reconstruction et à l'amélioration de son empire. La guerre, même lorsqu'elle est menée pour des causes nobles, apporte souffrance et dégradation, comme le rappelle un ancien proverbe allemand. La paix nourrit, la discorde consume. Malgré les difficultés et les pertes, Marie-Thérèse sortit de ces 8 années de conflit avec son pouvoir intact et les efforts de ses ennemis pour l'affaiblir réduits à néant. Bien qu'elle eût gagné peu de territoire, elle avait beaucoup acquis en sagesse et en expérience. Les 8 années de paix qui suivirent lui offrirent le temps et l'opportunité de mettre en œuvre les réformes qu'elle envisageait. Ces réformes étaient essentielles, car les systèmes de gouvernance hérités du Moyen Âge ne répondaient plus aux besoins d'une société plus avancée et en pleine évolution. Les pratiques surannées et les formalités lourdes devaient être abandonnées afin de créer une administration en harmonie avec le progrès de l'époque. Marie-Thérèse comprenait clairement les défis qui l'attendaient. Elle reconnaissait les faiblesses de l'ancien système, les besoins de son peuple et l'étendue de son pouvoir. Son leadership confirmait l'adage « On n'est jamais mieux servi que par soi-même », car elle impulsa personnellement ces réformes nécessaires. Sa détermination et sa direction remodelèrent l'administration et améliorèrent la vie de ses sujets, gravant dans l'histoire l'image d'une souveraine profondément attachée au progrès et au bien-être de son empire. Marie-Thérèse reconnut la justesse des conseils que le prince Eugène avait autrefois prodigués à son père, des conseils que ce dernier avait négligés. La réorganisation de l'armée devint sa priorité absolue. Consciente de ses faiblesses, elle s'attaqua patiemment aux réformes nécessaires, avançant avec méthode et efficacité. Son excellence en tant que dirigeante se manifesta non seulement dans son influence directe, mais aussi dans sa capacité à repérer des individus compétents et à les placer là où ils pouvaient exercer le plus grand impact. La transformation de l'armée autrichienne témoigna de ce talent. La discipline s'améliora considérablement et un esprit renouvelé d'enthousiasme se répandit dans les rangs. Lorsque la guerre de 7 ans éclata, même Frédéric de Prusse reconnut le changement. Aurait-il déclaré
ce ne sont plus les anciens Autrichiens. Pourtant, au milieu de ces progrès, l'armée conserva son profond amour et sa loyauté pour Marie-Thérèse, adoptant volontiers ses réformes. Deux de ses alliés clés dans cette entreprise furent le comte Daun et le prince Wenzel Liechtenstein. Le comte Daun, issu d'une noble famille militaire, joua un rôle crucial dans la réforme de l'infanterie. Le prince Liechtenstein se consacra à la modernisation de l'artillerie, un domaine où Frédéric avait excellé. Même la cavalerie, qui avait servi de modèle aux forces de Frédéric, connut des améliorations. Marie-Thérèse s'intéressa personnellement à l'élevage des chevaux pour renforcer la cavalerie et montra une grande sollicitude envers les soldats, soutenant notamment la création d'hôpitaux militaires. L'une de ses réalisations les plus impressionnantes fut la construction d'une frontière militaire le long de la frontière turque. Cette ligne fortifiée servit de rempart crucial contre les invasions et les attaques surprises, un problème récurrent lors des guerres précédentes avec l'Empire ottoman. Si ces efforts pour fortifier l'armée étaient motivés par le désir de reconquérir la Silésie, cela se comprenait aisément. Son profond attachement à la province perdue et sa conviction qu'une nouvelle confrontation avec Frédéric était inévitable rendaient ces préparatifs aussi pragmatiques que nécessaires. L'histoire lui donna raison. Deux dirigeants aussi résolus que Marie-Thérèse et Frédéric de Prusse ne pouvaient demeurer longtemps en paix. Les efforts de Marie-Thérèse pour renforcer l'armée étaient indissociables d'une autre question cruciale, le financement des guerres à venir, dont la reconquête de la Silésie. Elle connaissait bien la vérité de la maxime de Montecuculi, selon laquelle 3 choses sont nécessaires à la guerre: de l'argent, encore de l'argent et toujours plus d'argent. Résoudre la situation financière de l'Autriche devint donc son second grand défi, qu'elle aborda avec sa détermination et sa sagesse habituelle. L'Autriche était riche en ressources naturelles, mais leur exploitation efficace avait été freinée par une mauvaise gestion. Marie-Thérèse reconnut la nécessité d'une économie judicieuse et prit des mesures décisives pour réduire le gaspillage et le faste qui avaient marqué le règne de son père. Elle comprit aussi que taxer lourdement ces sujets ne résoudrait pas le problème. Au lieu de cela, elle s'employa à développer les ressources du pays et à mettre en œuvre des réformes conciliant équité et croissance économique, une autre preuve de sa perspicacité politique. Le poids financier de la guerre précédente avait imposé de lourds impôts, mais le système fiscal défaillant n'avait fait qu'aggraver le fardeau pesant sur le peuple. L'inefficacité et l'injustice du système avaient entraîné une frustration et un mécontentement généralisé. Marie-Thérèse s'employa rapidement à remédier à ce problème, élaborant un dispositif plus équitable, réduisant les exemptions et assurant une assise fiscale plus large. Ces réformes visaient à atténuer la pression sur ces sujets tout en garantissant des revenus durables à l'État. On se souvient encore, des siècles plus tard, des paroles de Marie-Thérèse. Ce n'est pas par l'effusion de sang qu'un pays devient grand, mais en menant un peuple vers la prospérité. La réussite de Marie-Thérèse en tant que souveraine tenait en partie à son jugement exceptionnel dans le choix de ses conseillers. Son tact naturel et son intuition, qui lui avaient si bien servi lors de la réforme de l'armée, s'avérèrent tout aussi efficaces en matière politique. Parmi ces hommes d'État de confiance, l'un se détacha particulièrement. Wenzel Anton von Kaunitz. Diplomate habile et subtil, Kaunitz apporta non seulement de l'honneur à l'Autriche dans ses hautes fonctions, mais se montra aussi un allié dévoué et inestimable pour la mise en œuvre des projets ambitieux de Marie-Thérèse. L'un de ces projets, initialement proposé par l'Angleterre, visait à assurer la couronne impériale du Saint-Empire romain germanique à la famille de Marie-Thérèse. L'idée consistait à désigner son fils, l'archiduc Joseph, comme roi des Romains, garantissant ainsi sa succession impériale à la mort de son père. Ce dispositif, pensé pour maintenir la stabilité et prévenir de futures guerres semblables à celles qui avaient bouleversé l'Empire, présentait des avantages évidents. Cependant, de sérieux obstacles se dressaient sur son chemin.
au premier rang desquels la Prusse, la France et la complexité de la politique allemande. Tandis que Marie-Thérèse abordait prudemment cette proposition, elle évitait de s'y engager pleinement. L'Angleterre, cependant, pressait sans relâche, suscitant des soupçons quant à ses intentions réelles envers l'Autriche. Finalement, les motivations de l'Angleterre devinrent claires, et Marie-Thérèse décida d'abandonner ce plan. Cette décision tendit les relations entre les deux pays. Durant les négociations, l'attitude de l'Angleterre incita Kaunitz à intervenir, défendant la dignité de la couronne autrichienne et protestant contre le comportement diplomatique inacceptable de l'Angleterre. Ces protestations furent ignorées, ce qui aggrava les tensions. La situation se détériora davantage à cause de différends concernant les affaires aux Pays-Bas, entraînant des échanges de plus en plus vifs entre les deux nations. Une rupture diplomatique complète paraissait inéluctable. Toutefois, Kaunitz, faisant preuve de sa prévoyance stratégique habituelle, différa toute rupture définitive jusqu'à ce qu'il puisse conclure une alliance avec la France. Depuis son accession au pouvoir, Marie-Thérèse avait nourri un objectif primordial, la reconquête de la Silésie. Pour y parvenir, elle s'employa à s'allier à la France, dans l'espoir d'en tirer avantage. Au cœur de son plan figurait l'isolement de la Prusse de ses alliés, une stratégie qui concordait avec son désir de rappeler Frédéric de Prusse à la modestie. Le chagrin profond de Marie-Thérèse face à la perte de la Silésie la rendait pleinement favorable à ses efforts. S'attacher la France deviendrait un atout majeur pour atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, l'Angleterre et la France approchaient du conflit à propos de leurs différends territoriaux au Canada. L'Angleterre projetait d'engluer la France dans une guerre européenne afin de poursuivre ses intérêts coloniaux sans entrave. Cette stratégie exigeait cependant des alliés pour protéger le Hanovre, qui restait vulnérable même avec des troupes supplémentaires. L'Angleterre s'adressa à l'Autriche, exigeant de savoir quel appui militaire celle-ci pourrait offrir si la France et la Prusse venaient à envahir les Pays-Bas et le Hanovre. Marie-Thérèse, consciente des priorités anglaises, répondit qu'elle ne pouvait retirer ses troupes de Bohême sans risquer une attaque prussienne. Elle offrit d'envoyer 25 000 soldats aux Pays-Bas, comme convenu, mais insista pour que l'Angleterre obtînt le soutien des princes allemands souverains. La réaction de l'Angleterre fut une demande exigeant non seulement 30 000 hommes pour les Pays-Bas, mais encore des troupes supplémentaires pour défendre le Hanovre. Marie-Thérèse refusa, et l'Angleterre menaça de rompre son alliance avec l'Autriche si elle n'obtenait pas satisfaction. Marie-Thérèse commenta les récents développements devant ses conseillers. Les exigences des Anglais me troublent profondément. Ils semblent toujours avoir un autre plan en tête, et il est vital de comprendre leurs intentions véritables. J'ai plus confiance en notre alliance avec la France, du moins avec eux, la position est claire. Nous avons su maintenir notre calme jusqu'ici, mais la roue du destin tourne à nouveau. Nous devons nous préparer à une grande guerre, peut-être la plus grande de notre époque. Ce sera peut-être ma dernière chance de reprendre ce qui m'appartient de droit. Toutes nos relations extérieures doivent être revues en tenant compte de cet objectif. Marie-Thérèse répondit en précisant ses conditions, soulignant ce qu'elle attendait de l'Angleterre en retour de la défense des territoires autrichiens contre la Prusse et l'Italie. Avant que sa réponse ne puisse être remise, l'Angleterre durcit encore ses exigences. Kaunitz, le principal diplomate de Marie-Thérèse, ignora ces nouvelles demandes. Les relations entre les deux pays étaient arrivées à un point de rupture, et l'Angleterre mit fin à son alliance avec l'Autriche, se rangeant désormais aux côtés de Frédéric de Prusse. Frédéric, déjà informé par un traître à Dresde d'une alliance secrète contre lui, réunissant l'Autriche, la Saxe et la Russie, accepta rapidement les ouvertures de l'Angleterre. Son ancienne alliance avec la France s'était évanouie, sans espoir de renouveau. Pendant ce temps, Marie-Thérèse scella sa nouvelle alliance avec la France, concluant le traité du premier jour du mois de mai de l'année 1756.
Ce bouleversement spectaculaire des alliances marquait un changement majeur dans la politique européenne, préparant le terrain à la guerre de 7 ans. Alors que les nuages de la discorde s'amoncelaient une fois de plus, l'ancien équilibre des puissances volait en éclats et un nouveau chapitre de conflit s'ouvrait. Chapitre 7. L'invasion de Frédéric, la Saxe en crise. Frédéric, fidèle à sa stratégie d'affronter le danger de front, décida de frapper le premier plutôt que d'attendre que ses ennemis agissent. Considérant la Saxe comme une cible hostile et stratégique, il lança une invasion sans déclaration formelle de guerre. À la tête d'une armée d'environ 60 000 hommes, répartis en 3 divisions, Frédéric avança rapidement, s'emparant de positions clés. Le 10e jour du mois de septembre de l'année 1756, il entra dans Dresde. L'électeur de Saxe, également roi de Pologne, s'enfuit vers la forteresse de Königstein, réputée imprenable, où son armée d'environ 17 000 hommes avait pris position. Avant de passer à l'action, Frédéric délibéra avec ses conseillers. Nous devons frapper comme la foudre, avec célérité et fermeté. L'Autriche n'est efficace que lorsqu'on lui laisse le temps de réagir, mais sa bureaucratie lourde et excessivement complexe joue en notre faveur. Nos objectifs sont clairs, notre but inébranlable et notre confiance absolue. D'ici à ce que Marie savoure son café du matin, elle ne se rendra même pas compte de ce qu'elle a perdu. D'ici à ce que ses généraux l'informent, les dégâts seront déjà irréversibles. Dès l'instant où elle sentira mon souffle dans son cou, elle réagira avec la détermination farouche et l'ambition obstinée que nous lui connaissons si bien. C'est pourquoi nous devons maintenir notre discipline et notre résolution à chaque étape. Il ne peut y avoir d'hésitation. Cette fois, nous marchons vers une victoire durable, et j'attends de chacun qu'il soit pleinement conscient de la gravité de cette mission. L'épouse de l'électeur, la reine, resta à Dresde. Lorsque Frédéric ordonna la saisie des archives secrètes de la Saxe, elle tenta d'en interdire l'accès, déclarant que les documents ne seraient emportés que par la force. Les soldats de Frédéric, imperturbables, passèrent outre, forcèrent les coffres et s'emparèrent des papiers. Ceux-ci confirmèrent l'existence d'une alliance secrète contre lui, dont Frédéric connaissait déjà les détails grâce à un traître à Dresde. Malgré cet incident, Frédéric traita la reine avec respect, bien que la Saxe elle-même subît sa domination. Officiellement, le pillage était interdit, mais le pays dut supporter de lourdes contributions, vit ses arsenaux vidés et ses revenus étatiques confisqués. Frédéric traitait la Saxe comme si elle faisait partie de la Prusse, tout en s'efforçant de limiter, autant que possible, les préjudices infligés à sa population. Ignorant les protestations de l'empereur et de la France, Frédéric se concentra fermement sur ses objectifs. Les troupes saxonnes stationnées au pied de Königstein occupaient une position défensive solide, impossible à attaquer frontalement. Frédéric résolut de les affamer en encerclant leurs lignes et en coupant leurs vivres. Il marcha ensuite en Bohême pour empêcher les renforts autrichiens de parvenir jusqu'aux Saxons. La Bohême était défendue par 2 armées autrichiennes, l'une sous le commandement du maréchal Braun à Kolin et l'autre sous le général Piccolomini, d'abord à Olmütz puis à Königgrätz. Braun représentait la plus grande menace pour le plan de Frédéric visant à soumettre la Saxe. Cependant, l'avancée rapide et inattendue de Frédéric en Bohême surprit Braun, le laissant sans préparation pour une action immédiate. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que Braun ne fût prêt à se mettre en mouvement, offrant à Frédéric un temps précieux pour consolider sa position. Le ministre autrichien de la guerre, considéré comme l'un des maréchaux les plus prudents, cherchait à minimiser les risques pour l'armée. Sa stratégie consistait à faire pression sur Frédéric afin de le contraindre à dégager la Saxe sans engager de longues marches ni de batailles inutiles. Cette approche prudente retarda la capacité de l'Autriche à défier efficacement Frédéric, laissant la Saxe affronter seule la pleine puissance militaire prussienne.
Le maréchal Brown envoya un détachement d'environ 8000 hommes sous le comte Weed vers Losowitz, tandis qu'il quittait Colline pour se positionner près de Budin. L'avant-garde de Weed affronta les Prussiens à Peterswald le 10e jour du mois de septembre, forçant Brown à réagir. La bataille qui eut lieu près de Losowitz au cours du mois d'octobre de l'année 1756 fut indécise, chaque camp revendiquant la victoire. Pendant ce temps, l'armée saxonne à Königstein souffrait cruellement de la faim. Une tentative de percée échoua et un second effort la laissa dans une position tout aussi vulnérable. Les Prussiens les encerclèrent à nouveau rapidement. Brown, se précipitant pour secourir les Saxons assiégés, dut battre en retraite après avoir échoué à percer les lignes prussiennes. Les Saxons, à bout d'options, se rendirent à Frédéric, livrant leur artillerie et déposant les armes. Cette défaite anéantit les espoirs de résistance de la Saxe. Toutefois, Frédéric fit preuve d'une magnanimité inattendue envers l'armée vaincue, accordant la neutralité à la forteresse de Königstein et à ses occupants. L'électeur de Saxe choisit de se retirer à Varsovie, et Frédéric s'assura que son voyage ne fut pas entravé par les forces prussiennes, pour des raisons sans doute avantageuses pour lui-même. Avec ce coup décisif, la campagne prit fin. Brown demeura en Bohême et Frédéric installa ses troupes dans leurs quartiers d'hiver, répartis entre la Saxe et la Silésie. Marie-Thérèse ressentit profondément la perte de la Saxe, qui la privait d'un allié fidèle. Bien que son armée eût peu souffert durant la campagne, elle n'avait guère accompli non plus. Toutefois, Vienne trouva un certain réconfort dans le fait que les troupes de Brown avaient évité la catastrophe. Dans l'état de préparation initiale de l'armée, elles auraient aisément pu partager le sort de la Saxe si les circonstances avaient différé. Marie-Thérèse avait reçu un nouvel avertissement clair sur la nature redoutable de son adversaire, Frédéric de Prusse. Sa capacité à frapper là où on l'attendait le moins et à échapper à la poursuite exigeait une vigilance constante. Fidèle à sa détermination, elle intensifia les préparatifs de son armée, lui prodiguant ses soins avec l'attention d'une mère pour ses enfants. Malgré sa priorité accordée aux affaires intérieures, Marie-Thérèse comprenait l'importance des alliances extérieures. Les actions impitoyables de Frédéric en Saxe, violant les normes internationales communément admises, firent au plus pour la cause de l'impératrice qu'aucun allié n'aurait pu le faire. Le traitement infligé à la Saxe, en particulier la situation humiliante de l'électeur confiné à Königstein, inquiéta les souverains voisins. Beaucoup commencèrent à craindre de subir un sort similaire, qu'ils eussent provoqué ou non une telle réaction. Ce malaise général alimenta le ressentiment envers Frédéric et suscita la sympathie pour Marie-Thérèse. Marie-Thérèse partagea ses réflexions avec un diplomate français en visite à Vienne. Comme vous le constatez, nous faisons face à une machine de guerre guidée par l'ambition et la cupidité, mais également par une habileté tactique qui procure à Frédéric des avantages indéniables. Des chefs comme lui n'apparaissent qu'une fois par siècle. L'Autriche a récemment perdu Eugène, un stratège dont l'intelligence inégalée et le statut légendaire de maréchal invaincu lui ont assuré une place dans l'histoire. Chaque fois que Paris et Vienne s'unissent, tous les obstacles peuvent être surmontés. Si nous voulons assurer la paix en Europe et faire progresser notre civilisation, notre alliance doit être renforcée par la transparence et la confiance mutuelle. Vienne est prête à cet engagement, et nous ne souhaitons pas que vous subissiez demain la souffrance que nous endurons aujourd'hui. Frédéric n'est pas un lion sauvage à dompter, mais un souverain rusé, cherchant à être le plus grand. Ensemble, nous devons trouver un moyen de contrer ses ambitions. L'opinion publique, amplifiée par les rumeurs et les récits exagérés de la conduite de Frédéric, intensifia encore l'hostilité à son égard. Même le Saint-Empire romain germanique condamna ses actes et s'ajouta à la liste croissante de ses ennemis. Bien que Frédéric, très conscient de l'inefficacité de l'armée impériale, resta peu inquiet, Marie-Thérèse ne laissa rien au hasard. Elle redoubla d'efforts pour renforcer ses forces,
sachant que compter uniquement sur l'armée impériale n'offrirait que peu d'espoir de victoire. L'alliance de Marie-Thérèse avec la France se révéla inestimable à ce moment critique. Non seulement elle promettait un soutien militaire important, mais l'agressivité de Frédéric renforçait aussi l'hostilité française à son égard, consolidant leur engagement aux côtés de l'Autriche. Cette entente avec la France fournit à Marie-Thérèse un allié fiable, tandis que les tensions au sein des États allemands menaçaient leur unité, affaiblissant encore la position de Frédéric. La Suède rejoignit la France dans l'Alliance, et la Russie s'engagea à soutenir l'Autriche avec une armée d'environ 100 000 hommes. Grâce à ces renforts, Marie-Thérèse disposait d'une force combinée d'environ 400 000 soldats. Bien que la contribution suédoise fût relativement modeste, la taille impressionnante de cette alliance donnait à Marie-Thérèse un solide espoir, en particulier pour la reconquête de la Silésie, qui lui était si chère. Le commandement de l'armée autrichienne fut confié au prince Charles de Lorraine, avec à ses côtés le maréchal Braun, ancien commandant en chef en Bohême. Ce nouveau commandement modifia les plans de campagne initialement conçus par Braun. Les Alliés, avec leurs forces plus lentes et plus pesantes, devaient s'adapter au mouvement rapide et stratégique de Frédéric. Après mûre réflexion, la stratégie alliée était d'encercler les troupes de Frédéric de tous côtés, afin de l'écraser complètement. Il semble que Frédéric ait eu connaissance de ce plan, à en juger par la nature de sa contre-stratégie. Le prince Charles et Braun prirent de solides positions défensives, attendant l'attaque de Frédéric, tandis que le général Daun était stationné plus en retrait, une situation qui inquiétait particulièrement Frédéric. La première grande bataille de cette campagne eut lieu près de Prague, le 6e jour du mois de mai de l'année 1757. Dans un premier temps, les Autrichiens eurent l'avantage, leur artillerie infligeant d'effroyables pertes aux Prussiens. Conscient du danger, le courageux général Schwerin saisit l'étendard de son régiment et chargea l'ennemi, exhortant ses hommes à avancer. Hélas, il fut mortellement touché presque aussitôt, mais son acte héroïque inspira ses soldats, qui, animés d'une détermination renouvelée, poursuivirent l'offensive. La bataille fut féroce et acharnée, se soldant finalement par une victoire prussienne. Toutefois, ce n'était pas une victoire décisive. La mort de Schwerin fut un coup très dur pour Frédéric, qui déclara plus tard « Il valait à lui seul 10 000 hommes ». Frédéric fut profondément affecté par cette perte, d'autant plus que la majeure partie de l'armée de Marie-Thérèse s'était repliée en bon ordre derrière les murs fortifiés de Prague, compliquant ses efforts pour en finir rapidement avec la campagne. Pendant ce temps, la division du général Daun restait intacte et fraîche, prête à se joindre au gros des troupes autrichiennes, ajoutant un nouveau défi pour Frédéric. Contraint d'assiéger Prague, Frédéric savait que ce serait un long et éprouvant processus. Pour accélérer la reddition de la cité, il recourut à des méthodes impitoyables, bombardant Prague sans relâche, s'aidant du feu et de la famine. Chaque jour, les souffrances dans la ville s'aggravaient. Le prince Charles de Lorraine s'efforçait de remonter le moral des soldats et des habitants, leur promettant un secours imminent. Pourtant, la faim, la destruction et le désespoir parlaient plus fort que ces assurances. À mesure que le moral s'effondrait, les citoyens perdaient espoir, et les soldats, de plus en plus indisciplinés, multipliaient les actes de violence et de mutinerie. Le prince Charles dut ériger une potence sur la place publique, afin de dissuader les fauteurs de troubles. Alors que la situation semblait désespérée, le général Daun approcha avec des ordres de Marie-Thérèse. Il devait soulager la ville à tout prix. L'urgence était évidente. Sans une intervention rapide, la ville et son armée tomberaient aux mains de Frédéric, qui comptait déjà sur cette victoire. Frédéric savait qu'il devait arrêter Daun, mais comment y parvenir sans affaiblir ses forces assiégeant Prague? Fidèle à sa réputation de stratège, Frédéric prit une décision audacieuse. Il mena un petit détachement pour rejoindre la division commandée par le prince de Bevern et avança à la rencontre de Daun.
Les deux armées s'affrontèrent dans la violente bataille de Kolin. Ce fut un combat acharné et désespéré, et pour la première fois, Frédéric subit une défaite écrasante. Le général Daun sortit victorieux, sauvant ainsi Prague d'une capture imminente. Ce revers marqua un tournant significatif, stoppant la campagne auparavant irrésistible de Frédéric. Marie-Thérèse exulta en apprenant la nouvelle de la victoire à Kolin. Elle se rendit aussitôt avec l'empereur pour féliciter en personne la comtesse d'Onde du triomphe de son époux. Pour commémorer l'événement, Marie-Thérèse institua le Ordre de Marie-Thérèse, une distinction décernée exclusivement pour une bravoure exceptionnelle sur le champ de bataille. Sa rareté en fit la plus haute récompense de l'armée autrichienne. La première croix de l'ordre fut remise avec fierté à Daun. De plus, l'impératrice fit frapper une médaille commémorative pour marquer la victoire, symbole de sa joie et de sa fierté. L'impact de la bataille de Kolin fut profond. Le mythe de l'invincibilité de Frédéric vola en éclats, et tandis que le moral autrichien s'élevait, la confiance de l'armée prussienne vacillait. Les forces de Marie-Thérèse continuaient de croître en puissance et en nombre, tandis que celles de Frédéric s'affaiblissait peu à peu. Sur le Rhin, la situation s'améliora légèrement pour la Prusse, mais l'armée impériale, renforcée par les troupes françaises, avança pour aider la Saxe. Frédéric dut rapidement marcher vers la Thuringe pour les affronter, laissant ses forces en Saxe et en Lusace sous le commandement de généraux compétents. À l'approche de Frédéric, le commandant français Soubise, réputé pour ses retraites rapides, recula et Erfurt se rendit sans résistance. Peu après, Seydlitz lance une audacieuse charge de cavalerie contre les Français à Gotha, les dispersant dans une fuite désordonnée. La retraite fut si précipitée que lorsque Seydlitz et ses officiers pénétrèrent dans le palais ducal, ils trouvèrent le repas des Français encore chaud sur la table. Les hommes de Frédéric s'assirent pour déguster le festin abandonné, un épisode qui amusa grandement le roi et ses troupes. Cette victoire plaisante allégea les esprits et prépara le terrain pour les événements décisifs qui allaient se dérouler à Rossbach. Chapitre 8 « Le cœur d'une impératrice, une vision de paix ». Les Français, gonflés d'arrogance, considéraient la petite armée prussienne avec le plus profond mépris. Certains officiers allaient jusqu'à se demander s'il n'était pas indigne de leur rang de se mesurer à une force si dérisoire. Cependant, lorsque la bataille s'engagea, les Français prirent la fuite dans la panique, signant l'une des retraites les plus infâmes de l'histoire. Quant à l'armée impériale, la plupart de ses soldats quittèrent le champ de bataille sans tirer un seul coup de feu. Ce ne fut pas une véritable bataille, mais plutôt une chasse aux lapins chaotique, dans laquelle les Prussiens jouaient à la fois le rôle des chasseurs et des rabatteurs, menés par l'inflexible Seydlitz. Le seul regret de Seydlitz fut de ne pas avoir pu capturer l'insaisissable Soubise lui-même, mais même le cheval le plus rapide aurait eu du mal à rattraper le commandant français en déroute. Les forces françaises poursuivirent leur retraite jusqu'au Rhin, s'assurant de rester hors de portée de Frédéric. Tandis que les Français subissaient un désastre à Rossbach, les Autrichiens, depuis leur triomphe à Kolin, avaient enchaîné les victoires. Ils avaient défait les forces de Bevern et de Winterfeld, et la Silésie semblait presque à leur portée, un objectif qu'ils espéraient atteindre avant la fin de la campagne. Mais Frédéric n'avait aucune intention de céder la Silésie. La victoire de Rossbach lui avait assuré la Saxe. Mais à présent, il faisait face à un tournant crucial. Il devait reconquérir la Silésie sous peine de perdre tous les avantages précédemment acquis. En seulement 12 jours, Frédéric parcourut l'ensemble de ses domaines et rejoignit l'armée de Bevern en Silésie. Il disposait désormais de 33 000 hommes, dont beaucoup étaient épuisés par cette marche rapide. Malgré leur fatigue, Frédéric affronta une armée autrichienne 2 fois plus nombreuse près du village de Leuthen. Contre toute attente, les Prussiens infligèrent aux Autrichiens une défaite écrasante. Les Autrichiens perdirent 26 500 hommes, tués ou faits prisonniers,
ainsi que 116 canons, 51 bannières et 4000 chariots chargés de vivres, de munitions et de bagages. Cette victoire effaça non seulement les gains des triomphes antérieurs de l'Autriche, mais laissa également des régiments entiers anéantis ou capturés. Le mépris autrichien qui considérait l'armée prussienne comme une simple patrouille nocturne de Potsdam avait trouvé sa réponse, brutale et définitive. Tout comme les Français l'avaient appris à Rossbach, les Autrichiens découvraient à leur tour la vérité de l'adage « l'orgueil précède la chute ». Et qu'en était-il de Marie-Thérèse? La perte était amère. Elle avait cru la Silésie presque conquise, son armée triomphante, sa cause victorieuse. Son cœur avait été rempli d'espoir et de gratitude. Voilà que tout s'écroulait. Pourtant, l'esprit indomptable de Marie-Thérèse ne faiblit pas. Elle resta convaincue de la justesse de sa cause. Sans se laisser abattre, elle se consacra à la tâche de reconstruire son armée et de pallier les pertes catastrophiques. Néanmoins, on peut aisément imaginer ces instants de solitude lorsqu'en tant que femme pieuse et profondément croyante, elle dut s'en remettre à la prière, levant les yeux, humides de larmes, vers le ciel, cherchant la consolation et la force d'endurer ses lourds fardeaux. Marie-Thérèse pria ardemment Dieu. Dieu Tout-Puissant, la souffrance de mon peuple brûle en moi comme des volcans en furie, coulant de mon cœur jusqu'à mes pieds, consumant tout sur son passage de ses flammes. J'ai perdu le sommeil, l'appétit m'a quitté, et je ne parviens plus à soulever la tête du sol. Accorde-moi la force de faire face à ces douleurs. Je suis le messager de la prospérité et de la paix, le gardien infatigable de mon peuple, le protecteur inébranlable de mon héritage. Ne les laisse pas s'emparer de ce qui m'appartient. Ranime la foi de mes armées, enrichis les pensées de mes conseillers, et donne-moi le pouvoir de poursuivre ce chemin. Que ta lumière éclaire ma route, afin que, même dans les profondeurs des ténèbres, je puisse proclamer ma victoire. La 3e année de la guerre commença tôt au printemps, apportant avec elle des sacrifices inimaginables. Le sang versé, les souffrances, la misère répandue touchaient des milliers d'âmes, et pourtant, nul n'envisageait la paix. L'épée poursuivait sa moisson implacable, et Marie-Thérèse, malgré sa volonté de faire, ne pouvait l'arrêter. Les conséquences de l'Euten laissèrent ses finances en lambeaux. Il était incroyablement difficile de regarnir le trésor. Le coût exorbitant pour réparer les dommages subis par ses forces était colossal. La Bohême était épuisée, et peu d'aide pouvait être attendue des autres États. Le trésor se remplissait lentement, et le moral à travers l'Empire était dangereusement bas. Le mécontentement public se tourna vivement contre le prince Charles de Lorraine, qui fut contraint de renoncer à son commandement. Pour une fois, le ministère de la guerre échappa aux blâmes habituels. Marie-Thérèse nomma le comte Daun comme nouveau commandant, et celui-ci se rendit rapidement à Vienne pour collaborer au plan de la prochaine campagne. Bien que les Autrichiens eussent enregistré quelques légers succès initiaux, le premier événement majeur de l'année fut un revers dévastateur. Frédéric s'empara de Schweidnitz, dernier bastion autrichien en Silésie, faisant prisonnière sa garnison affaiblie. La possession de Schweidnitz assurée, Frédéric avança vers Olmütz, plaçant Vienne elle-même en péril potentiel. Certains Prussiens envisagèrent même de marcher sur la capitale autrichienne. Marie-Thérèse, cependant, avait pris une décision judicieuse en nommant ses chefs militaires. Elle plaça sa confiance en Daun et en Laudon, et ceux-ci s'avérèrent dignes de cette confiance. Daun, réputé pour sa prudence et ses positionnements stratégiques, contraria souvent les plans de Frédéric. Refusant d'agir tant que son armée, en grande partie composée de recrues, ne serait pas prête, Daun positionna méthodiquement ses forces pour aider Olmütz, alors assiégé. Frédéric, dépendant d'un important convoi de vivres et de munitions, vit ses plans anéantis lorsque Daun lança une attaque réussie contre ce convoi, le détruisant. Privé de ressources cruciales et soumis à une pression supplémentaire des forces de Daun, Frédéric dut abandonner le siège et battre en retraite.
Olmütz fut sauvé, constituant une victoire décisive pour l'Autriche. Marie-Thérèse fut immensément soulagée par la défense réussie d'Olmütz, consciente de son importance capitale. Elle éprouva une profonde gratitude envers son commandant en chef, le comte Daun, dont les talents stratégiques s'étaient déjà révélés inestimables. Son espoir d'autres succès fut renforcé par la nouvelle de l'invasion russe en Brandebourg, contraignant Frédéric à diviser ses forces pour faire face à cette nouvelle menace. Frédéric laissa une partie de son armée contenir Daun et se précipita vers l'est pour affronter les Russes qui dévastèrent la Prusse. À Zorndorf, il leur infligea une défaite dévastatrice, leur causant de lourdes pertes et exerçant une vengeance implacable. Les Russes, momentanément réduits au silence, Frédéric retourna aussitôt en Saxe, où son frère Henri subissait la pression de Daun et de l'armée impériale. Daun, fidèle à son habitude, préférait assurer sa position plutôt que de risquer une bataille décisive. Sa cavalerie légère harcelait sans relâche les troupes de Frédéric, mais il refusait de s'engager dans l'affrontement que Frédéric recherchait désespérément. Frustré, Frédéric établit son camp à Hochkirchen, sur une plaine exposée, face à l'armée de Daun. Ses généraux protestèrent contre ce choix de terrain, et Keith remarqua avec ironie « Si les troupes de Daun nous laissent en paix sur ce terrain découvert, elles devraient être pendues pour leur folie à leur retour chez elles. À moins qu'elles ne comptent sur la clémence de Marie-Thérèse pour les épargner. Pourtant, je ne parviens pas à chasser l'idée que nous avons commis une erreur stratégique. Les lois mêmes de la nature suggèrent que laisser à Daun l'occasion d'une manœuvre audacieuse pourrait bien signer notre perte. » Frédéric ignora ces mises en garde, sûr de sa position. Daun, cependant, n'allait pas laisser passer une telle opportunité. Bien que sa prudence laissât penser qu'il pourrait s'abstenir, il lança une attaque surprise aux premières heures du 14e jour du mois d'octobre de l'année 1758, surprenant l'armée de Frédéric dans son sommeil. Les Autrichiens fondirent sur le camp à la faveur de l'obscurité, et un combat acharné s'ensuivit. La lumière du jour, tentant de percer au travers d'une épaisse brume et se mêlant aux flammes du village en feu, révéla un champ de carnage, les Autrichiens tenant leur ennemi à leur merci. Seule la discipline exceptionnelle de l'armée de Frédéric permit à une partie de ses troupes de s'échapper. La victoire de Daun à Hochkirchen fut éclatante, mais il commit une erreur cruciale en n'exploitant pas immédiatement son avantage. S'il avait poursuivi son offensive, il aurait pu anéantir définitivement les forces de Frédéric. Au lieu de cela, son hésitation permit à Frédéric de se regrouper, de récupérer et, en fin de compte, de chasser les Autrichiens de Silésie. Prenant conscience trop tard de cette occasion manquée, Daun se tourna vers la Saxe, où il détenait un avantage stratégique. En Saxe, Daun avança sur Dresde, mais le général prussien Schmettau réagit en incendiant les faubourgs et en manifestant une détermination farouche à défendre la ville. Redoutant de provoquer la destruction de Dresde, Daun renonça à l'attaque et se replia en Bohême. Pendant ce temps, les armées alliées ne réalisèrent guère de progrès notables ailleurs. Le principal fait d'armes de la campagne resta la victoire de Daun à Hochkirchen, lui valant une large reconnaissance et des lauriers. Marie-Thérèse, cependant, savait qu'il était vital de profiter de l'hiver pour se regrouper et se préparer aux défis à venir. Durant les mois d'hiver, Marie-Thérèse œuvra à renforcer sa position, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. De nouvelles alliances furent formées, et les anciennes furent renouvelées, lui donnant l'espoir d'une prochaine campagne plus favorable. La Russie intensifia ses préparatifs sur terre et sur mer, tandis que la Suède et le Danemark s'accordaient pour bloquer les détroits, limitant ainsi les mouvements anglais. L'armée impériale concentra ses efforts sur la réparation de ses pertes et la préparation de la prochaine phase de la guerre. Frédéric, de son côté, profita du répit hivernal pour renflouer son trésor épuisé et reconstituer son armée, la dotant d'un meilleur équipement en vue des combats à venir. Chaque camp se préparait à une nouvelle année de conflit,
conscient que les enjeux demeuraient plus élevés que jamais. Chapitre 9. Le joyau de la Silésie, l'inlassable quête d'une reine. La campagne de l'année 1759 s'ouvrit sur des raids agressifs menés par les Prussiens, sous le commandement du prince Henri, qui dévastèrent entrepôts et dépôts de ravitaillement en Bohême et en Franconie. Ces attaques, outre le fait de semer la destruction, visaient également à renflouer le trésor prussien, déjà fortement sollicité par la guerre. Daun, quant à lui, tarda à entrer en campagne, attendant prudemment des renforts de ses alliés et cherchant à se coordonner avec le général Laudon et les forces russes. Malgré les efforts de Frédéric pour empêcher cette jonction, Daun parvint à unir ses troupes, présentant au roi de Prusse une armée alliée de 60 000 hommes contre ses 40 000. Confronté à de tels effectifs, Frédéric recula et les Alliés fortifièrent leur position près de Kunersdorf. Dans un acte audacieux, Frédéric attaqua Kunersdorf. Au début, la victoire sembla à sa portée, mais une contre-attaque de Laudon renversa la situation, chassant les Prussiens du champ de bataille. La défaite laissa Frédéric au désespoir, comme en témoigne la lettre qu'il adressa à son ministre von Finkenstein, où il déplorait d'avoir survécu à ce désastre. Frédéric. Ce matin à 11 heures, j'ai attaqué l'ennemi. Toutes mes troupes ont accompli des prodiges, mais au prix de pertes innombrables. Nos hommes ont été désorientés. Je les ai rassemblés 3 fois. Finalement, j'ai failli être capturé et j'ai dû battre en retraite. Mon habit est criblé de balles et 2 de mes chevaux sont tombés sous moi. Mon malheur est d'être encore en vie. Notre défaite est très importante. Il me reste 3000 hommes d'une armée de 48 000. Au moment où je vous écris, tout le monde est en déroute. Je ne suis plus maître de mes troupes. Penser à la sécurité de quiconque à Berlin est une occupation utile. C'est un échec cruel que je ne survivrai pas. Les conséquences de la bataille seront pires que la bataille elle-même. Je n'ai plus aucune ressource et, pour le dire franchement, je crois que tout est perdu. Je ne survivrai pas à la ruine de ma patrie. Adieu pour toujours. La situation aurait pu être fatale pour Frédéric si les Russes avaient exploité leur avantage. Cependant, des désaccords entre Laudon et le général russe Soltykov, ainsi que l'éventuel intérêt de la Russie à préserver la position de Frédéric pour de futures tractations politiques, empêchèrent les Alliés de capitaliser sur leur victoire. L'hésitation de Daun fut tout aussi déroutante. Bien qu'il se soit finalement établi dans une position dominante à Tribel, il ne pressa pas son avantage. Le prince Henri profita de cette inactivité, recourant à la guérilla pour harceler les forces de Daun sans s'exposer à une bataille rangée. Frédéric encaissa une série de revers dévastateurs. Le corps de 12 000 hommes du général Fink fut défait et capturé par Daun, infligeant un coup sévère à la force militaire prussienne et à l'orgueil de Frédéric. Peu après, 15 000 autres soldats sous les ordres de Dierek subirent le même sort. Ces pertes fragilisèrent profondément les ressources de Frédéric, et même les renforts apportés par le prince héréditaire de Brunswick ne purent inverser la tendance. Un hiver rigoureux aggrava les souffrances dans les 2 camps. Malgré le froid mordant, les armées retardèrent leur entrée en quartier d'hiver jusqu'au mois de janvier de l'année 1760. Frédéric resta à Freiberg, tandis que ses troupes campaient dans les villages autour de Dresde, certaines contraintes de dormir sous tente. Le froid intense provoqua maladies et taux de mortalité élevés. L'armée de Daun ne fut pas mieux lotie, subissant également de lourdes pertes dues à l'hiver. Toutes 2 ressortirent de la saison considérablement affaiblis, leurs ressources et leurs effectifs grandement réduits. L'année avait apporté désastre sur désastre pour Frédéric, tandis que la fortune souriait à Marie-Thérèse. Pourtant, malgré ses succès, la Silésie, son but ultime, restait hors de portée. Les ressources déclinantes de Frédéric donnaient à l'impératrice de l'espoir,
car les difficultés financières prussiennes l'obligeaient à extorquer toujours plus des pauvres terres saxonnes. Marie-Thérèse, au contraire, bénéficiait de la loyauté et des sacrifices de ses sujets, ce qui facilitait la levée de fonds pour poursuivre la guerre. Frédéric tenta d'entamer des négociations de paix, mais Marie-Thérèse, sentant la victoire à sa portée, refusa de céder. Elle était déterminée à récupérer la Silésie, ce joyau inestimable dont elle voulait orner sa couronne impériale. Marie-Thérèse s'adressa aux diplomates qui l'exhortaient à négocier la paix. « Messieurs, pardonnez-moi, mais certaines choses vous échappent. Avez-vous déjà senti l'odeur du sang humain frais s'infiltrant dans la terre? Je ne parle pas du sang d'un seul homme, mais de terres abreuvées par le sang de dizaines de milliers. Diplomatie et politique ont toujours été mes priorités. La paix n'est pas négociable pour moi. Nous avons enduré d'innombrables épreuves et versé des fleuves de sang pour la préserver. Et pourtant, aujourd'hui, je sens l'odeur du sang goûtant d'un lion blessé. S'il est un lion, alors je suis un aigle. Je fondrai sur lui depuis le ciel, comme un éclair frappant d'en haut. Ma colère tombera sur lui, telle une pluie torrentielle. Cette guerre ne s'achèvera pas tant qu'il ne rendra pas ce qui m'appartient. » La nouvelle campagne débuta en Silésie sur une victoire décisive pour Marie-Thérèse. À Landshut, Laudon anéantit corps et biens un corps prussien commandé par le général Fouquet. Seul un faible détachement de cavalerie parvint à s'échapper, tandis que Fouquet lui-même fut capturé et toutes ses réserves de munitions et de vivres tombèrent aux mains des Autrichiens. Outre son importance tactique, cette victoire galvanisa le moral des troupes autrichiennes. Les Autrichiens avaient combattu férocement, stimulés par la résistance opiniâtre des Prussiens. À Vienne, la nouvelle de ce triomphe fut accueillie par des célébrations, et l'impératrice se réjouit de l'avantage psychologique ainsi obtenu. Pendant ce temps, Frédéric, stationné en Saxe pour faire face à Daun, avait prévu de secourir Fouquet en Silésie. Cependant, Daun suivait étroitement ses déplacements, tandis que Lacy harcelait son arrière, perturbant ses lignes de ravitaillement et ralentissant sa progression. Frustré, Frédéric s'arrêta à Görlitz et décida de changer complètement de tactique. Il porta son attention sur Dresde dans le but de reprendre la ville. Forçant Lacy à reculer et évitant l'armée impériale, Frédéric assiégea Dresde, réclamant sa reddition. Les efforts de Frédéric pour surprendre Dresde échouèrent, et il dut recourir au bombardement, malgré l'absence d'artillerie lourde nécessaire à une victoire rapide. Ayant pris connaissance des manœuvres de Frédéric, Daun se précipita vers Dresde, renforça la garnison et chassa les forces du prince de Holstein. Malgré les bombardements acharnés, Dresde refusa de céder. La cité subit de lourds dégâts, mais la présence de Daun empêcha Frédéric d'atteindre son objectif. Alors que le siège s'éternisait, Frédéric affronta des difficultés croissantes. Glatz tomba aux mains des Autrichiens et ses pertes à Dresde furent considérables. Les Autrichiens capturèrent une part importante de ses approvisionnements, aggravant encore ses problèmes. La campagne tournait à l'avantage de Marie-Thérèse, laissant Frédéric dans une position de plus en plus précaire, tandis que l'impératrice puisait sa force dans ses succès grandissants. Les revers de Frédéric continuèrent à s'accumuler, la perte de Glatz accroissant son désespoir tout en renforçant les espoirs de Marie-Thérèse. La victoire de Glatz offrit à l'Autriche une position plus solide en Silésie, et Laudon, enhardi par ce succès rapide, porta son attention sur Breslau. Convaincu que la garnison insuffisante de la ville céderait aussi facilement, il lança l'assaut. Toutefois, le commandant de Breslau, Tauentzienne, se révéla un adversaire redoutable. Bien que Laudon engageât toutes ses forces, il ne fit aucun progrès. L'arrivée du prince Henri pour renforcer la ville contraignit Laudon à lever le siège. De son côté, Frédéric, conscient de l'inutilité de continuer à bombarder Dresde, quitta la Saxe et se hâta vers la Silésie, où la situation exigeait son attention. Daun, cependant, anticipa ses mouvements et se positionna pour intercepter les Prussiens.
tandis que Lacy, toujours à l'affût, s'occupait de harceler leur arrière. Cette manœuvre créa un spectacle inhabituel. C'était comme si une seule et même armée, divisée en 3 sections, convergeait vers la Silésie. Laudon, s'étant rétabli après l'échec à Breslau, avançait aussi pour rejoindre les Alliés, tandis que les Russes se mettaient en mouvement pour parachever l'encerclement. Un officier autrichien aurait déclaré « Le sac est ouvert et prêt à capturer les Prussiens. Il ne reste plus qu'à tirer la ficelle. » Lorsque cette phrase fut rapportée à Frédéric, il répliqua avec son mordant habituel. « Cet homme dit la vérité, mais je vais déchirer un trou dans le sac qu'ils ne pourront pas raccommoder. » La situation semblait sombre du point de vue de Vienne, et la cour retenait son souffle, persuadée que la capture de Frédéric était imminente. Pourtant, la capacité étonnante de Frédéric à manœuvrer son armée défia toutes les attentes. En modifiant constamment sa position sous le couvert de la nuit, il sema la confusion parmi ses poursuivants et laissa Daun incertain de son emplacement exact. Cette activité incessante, conjuguée à l'agilité remarquable de ses troupes, créa le trou dans le sac qui permit à Frédéric d'échapper au piège. Frédéric comprit rapidement le péril que représentaient les armées ennemies cherchant à l'encercler. La stratégie de Daun était évidente, anéantir les forces prussiennes par une attaque coordonnée. Le moment décisif survint le 14e jour du mois d'août de l'année 1760. Sûr de la victoire, Daun croyait le piège en place. Cependant, sous le couvert de la nuit, Frédéric abandonna sa position et se déplaça vers Parchwitz. Au matin, Daun découvrit que ses plans minutieusement élaborés avaient échoué. Bien que les Prussiens soient encore dans le sac, Daun n'avait pu tirer la ficelle pour le refermer. Pendant ce temps, Laudon, avançant vers Liegnitz avec 30 000 hommes, fut stupéfait de trouver les Prussiens déjà déployés en ordre de bataille. S'efforçant de réorganiser ses forces, Laudon fut pris au dépourvu et attaqué par Frédéric. Les Autrichiens, défavorisés par leur mauvaise position, combattirent avec courage, mais durent finalement battre en retraite, subissant de lourdes pertes. La malchance et la mauvaise communication frappèrent les commandants autrichiens. Daun, ne percevant pas le bruit de la bataille à cause de forts vents, n'envoya pas de renfort à Laudon. Lorsqu'il apprit finalement la situation, il hésita, estimant que le terrain n'était pas propice à une intervention efficace. Cette inaction coûta cher aux Autrichiens. Malgré la défaite, Laudon conserva la confiance de l'impératrice. Marie-Thérèse, tout en déplorant ce revers, lui adressa des paroles d'encouragement et réaffirma son soutien. Sa capacité à maintenir le moral et à persévérer, malgré les épreuves, témoignait de sa force et de sa résilience. Frédéric savait que sa victoire à Liegnitz ne lui offrait qu'un répit temporaire. Bien qu'il ait réussi à percer un trou dans le sac, une évasion complète restait problématique. À court de ravitaillement, Breslau, épuisé par le siège, ne pouvait lui offrir qu'une aide limitée. Il se trouvait face à un choix pénible, obtenir une victoire décisive sur Daun ou faire face à un isolement total. Daun, conscient de la situation précaire de Frédéric, projeta de porter un coup dévastateur en visant Berlin. L'armée russe, en coordination avec les forces autrichiennes de Lacy, devait frapper la capitale prussienne. Si les Russes réussissaient, Daun prévoyait de se retirer et de permettre à la force auxiliaire de Lacy de soutenir l'opération. Bien que Frédéric ait gagné du temps, la position prussienne demeurait critique, menacée de toutes parts. Chapitre 10. Le dernier champ de bataille de Marie-Thérèse. Le 3e jour du mois d'octobre, l'avant-garde russe apparut de façon inattendue aux portes de Berlin. La ville se trouvait en danger imminent. Tandis que Berlin s'employait à organiser sa défense, le prince Eugène de Wurtemberg, engagé contre les Suédois, envoya une partie de son armée en marche forcée pour protéger la capitale.
Des renforts furent également demandés depuis la Saxe, mais avec seulement 16 000 hommes face à une force ennemie de 35 000, les chances étaient dérisoires. Berlin fut contrainte de se rendre. Heureusement pour la ville, le général Todleben fit preuve de clémence et de retenue, épargnant ses trésors culturels et artistiques. En revanche, les forces autrichiennes et saxonnes commandées par Lacy se montrèrent moins scrupuleuses, pillant les palais de Frédéric et semant la dévastation. L'occupation ennemie de Berlin fut de courte durée. La nouvelle de l'approche imminente de Frédéric pour secourir sa capitale poussa les forces alliées à une retraite précipitée. Malgré ce succès, la situation globale de Frédéric restait sombre. Ses troupes étaient dispersées et ses perspectives semblaient bien sombres. S'il espérait reprendre l'avantage, il lui faudrait affronter Daun, solidement installé à Torgau. Le défi était immense. Daun disposait de 60 000 hommes frais et bien équipés, tandis que Frédéric n'en avait que 40 000, éreintés par les combats précédents. Daun s'entretenant avec ses commandants. « Si vous n'avez pas affaire à un génie tel qu'Alexandre le Grand sur le champ de bataille, mieux vaut peut-être laisser l'ennemi faire le premier pas. Qu'est-ce qu'un lion blessé et affligé? Un lion affamé, grelottant dans le froid, chassé de son territoire. Il attaque le premier ennemi qu'il voit, de toutes ses forces, jusqu'à la mort. Un lion humilié pourrait même préférer la mort à la défaite. Nous devons tenir notre position et attendre que notre adversaire agisse. À présent, puisque l'ennemi en face de nous n'est pas Alexandre, nous pouvons nous permettre de réfléchir aux manœuvres possibles qu'il pourrait entreprendre. » Malgré les mauvaises chances, Frédéric décida de passer à l'attaque. La bataille de Torgau fut l'une des plus brutales de la guerre. Le tonnerre de l'artillerie faisait trembler le sol, tandis que des rangs entiers de soldats tombaient sous le feu nourri. Les deux chefs furent blessés dans le chaos. Frédéric fut touché, et Daun reçut une balle dans la cuisse. Sûr de la victoire, Daun envoya trop tôt un message triomphal à Vienne. Toutefois, la situation se retourna en fin de journée. Alors que la nuit tombait, Zieten, resté en retrait jusqu'alors, mena ses troupes dans une audacieuse attaque sur les hauteurs de Süplitz, s'emparant de la colline stratégique. Cette manœuvre décisive força les Autrichiens à se replier sur Dresde, brisant la confiance précoce de Daun. La bataille avait été dévastatrice. 16 000 soldats autrichiens furent tués ou capturés, tandis que les Prussiens subirent 14 000 pertes. Malgré ces lourdes pertes, Frédéric revendiqua une victoire âprement gagnée. Marie-Thérèse, toujours généreuse dans la défaite, fit preuve de sa magnanimité caractéristique. Elle accueillit Daun blessé à son retour à Vienne, veillant à ce qu'il reçoive les soins et le soutien nécessaires, renforçant ainsi sa réputation de souveraine compatissante et digne. Au milieu de la foule, une femme murmura pour elle-même « Dieu Tout-Puissant ! Il ne peut s'agir d'une simple coïncidence si notre impératrice porte le nom de Marie. Je suis certaine que c'est votre volonté divine qui a choisi ce nom pour elle. Elle est la seule digne de porter le nom de notre Sainte Mère. Elle est comme son ombre sur terre, veillant sur son peuple, l'enlaçant même dans les moments les plus durs. Père céleste, je vous en supplie, accordez-moi une fille, afin que je puisse la nommer Marie. Laissez-moi donner naissance à un ange digne de partager le nom de notre impératrice. » Frédéric n'était pas parvenu à s'emparer de la vallée de Plauen, position stratégique cruciale et clé de Dresde, qui demeurait aux mains des Autrichiens à l'approche de l'hiver. Les Autrichiens prirent leur quartier d'hiver sur place, tandis que Laudon, après une tentative infructueuse de s'emparer de Cossel, se retira à Glatz. Les Russes se replièrent en Pologne, et les Suédois retournèrent en Poméranie. De leur côté, les Français, bien que largement inefficaces pendant la campagne et subissant de nombreux revers, remportèrent un succès tardif sur le prince héréditaire de Brunswick. Les combats se poursuivirent en Hesse sans résultat décisif jusqu'à ce que l'hiver impose une trêve. Ainsi s'acheva la 5e année de guerre, laissant derrière elle dévastation,
épuisement et aucune perspective de paix. Malgré ses victoires antérieures, Frédéric avait subi des pertes considérables et ses perspectives semblaient de plus en plus sombres. Au contraire, Marie-Thérèse pouvait entrevoir avec prudence un dénouement plus favorable. Elle intensifia ses préparatifs, plaçant Laudon à la tête des opérations en Silésie et attribuant la Saxe à Daun. Leur objectif commun était la reconquête de la Silésie. Frédéric, parfaitement conscient de leurs intentions, prépara sa défense en conséquence. Il fortifia sa position dans le célèbre camp de Bunselwitz, emplacement stratégique protégeant Schweidnitz. Bien que Laudon fût impatient d'attaquer, le général russe Buterlin hésitait, n'acceptant que de fournir un soutien auxiliaire. Frédéric excluait une attaque de jour, mais restait vigilant face à la possibilité d'une offensive nocturne. L'impasse se poursuivit jusqu'en septembre 1761. Puis, dans la nuit du 30e jour de ce mois, Laudon lança une attaque surprise sur Schweidnitz, frappant de multiples directions. Le commandant de la garnison, pris au dépourvu faute de précautions suffisantes, dut se rendre sans condition. Ce fut un coup dur pour la position de Frédéric. La fortune de Frédéric semblait s'estomper. En Poméranie, il subit d'autres revers. L'inefficacité et l'indécision du ministère autrichien de la guerre lui offrirent un certain répit, car Laudon reçut l'ordre de se cantonner à une posture défensive et d'éviter de nouvelles actions offensives. Cependant, la chute de Kolberg, qui avait héroïquement résisté jusqu'à l'épuisement complet de ses réserves, porta un coup supplémentaire à Frédéric. À l'ouest, les engagements contre les Français ne procurèrent aucun gain significatif aux Prussiens, et la campagne s'acheva sur une position de plus en plus précaire pour le roi de Prusse. Frédéric chercha à insuffler courage et espoir à ses commandants. Parfois, tout peut mal tourner, et parfois ce malheur dure si longtemps qu'il menace de causer l'effondrement. Ce qui importe n'est pas d'éviter l'effondrement, mais de poursuivre inlassablement la victoire jusqu'à la fin. Les hommes qui portent nos uniformes, nos grades, foulent fièrement les champs de bataille dans nos bottes et brandissent des épées en notre nom, ne désirent qu'une seule chose, la victoire. Des hommes comme nous meurent en combattant. Dieu a pu se tenir aux côtés de Marie un certain temps, mais personne ne peut garantir que la fortune ne finira pas par me sourire. Comme l'a dit le maréchal Daun, je ne suis pas Alexandre le Grand, mais c'est parce que je m'appelle Frédéric. Les espoirs de Marie-Thérèse s'envolaient. La Silésie, son objectif convoité de longue date, semblait désormais à sa portée, tandis que les ressources de Frédéric s'amenuisaient et que ses options se raréfiaient. Pour la première fois dans ce long conflit, sa confiance en une victoire finale semblait bien fondée, tandis que son adversaire vacillait au bord de la ruine. L'année 1762 commença sous le signe d'un optimisme renouvelé pour Marie-Thérèse, mais ses espoirs furent brusquement anéantis par la mort de la tsarine Élisabeth de Russie, l'une des plus farouches opposantes de Frédéric. Son successeur, Pierre le III, admirateur fervent de Frédéric, ne tarda pas à prouver sa loyauté. Le 5e jour du mois de mai de la même année, Pierre signa un traité avec la Prusse, rendant à Frédéric tous les territoires conquis par la Russie et établissant une alliance entre les deux nations. Ce soudain revirement d'alliance bouleversa l'équilibre des forces et porta un coup sévère au plan de Marie-Thérèse. La Russie n'étant plus une menace, Frédéric était libre de concentrer toutes ses forces contre l'Autriche. Pour aggraver la situation, la Suède se retira aussi de son alliance avec l'Autriche, imitant la Russie en concluant la paix avec la Prusse. La Silésie restait le point focal du conflit, et Frédéric en prit lui-même le commandement. Son objectif immédiat était de reprendre Schweidnitz. Positionné de façon stratégique, il s'apprêtait à lancer une offensive, attendant les renforts des troupes russes promis par Pierre. Mais alors que ses plans étaient prêts, une nouvelle accablante survint. Pierre le III avait été renversé. Catherine la Seconde monta sur le trône, et sa première décision fut de rappeler les troupes russes envoyées soutenir la Prusse.
Ce retournement de situation inattendu menaçait toute la stratégie de Frédéric. Frédéric s'adapta rapidement à la crise. Il parvint à retarder le départ des troupes russes pendant 3 jours cruciaux, se donnant ainsi le temps d'agir. Bien que les Russes ne participassent finalement pas, Daun, incertain de leurs intentions, détourna une partie de son armée pour les surveiller. Frédéric saisit cette occasion. Ses forces attaquèrent et vainquirent l'armée de Daun, la chassant des hauteurs de Burkersdorf. La principale préoccupation de Frédéric était désormais la position de Catherine sur les affaires européennes. Lorsqu'elle déclara la neutralité de la Russie, il fut grandement soulagé, cette annonce écartant le risque que la Russie ne rejoigne à nouveau l'Autriche. Cette menace neutralisée, Frédéric concentra toutes ses forces sur Schweidnitz. Après sa victoire à Burkersdorf, il mit aussitôt la ville en état de siège. Daun tenta de secourir la forteresse, où le vénérable comte Guasco dirigeait une défense acharnée, mais il subit une lourde défaite à Reichenbach. Sans autre option, Schweidnitz finit par tomber entre les mains de Frédéric, portant un coup supplémentaire aux aspirations de Marie-Thérèse. Frédéric porta ensuite son attention sur la Saxe, où son frère Henri défendait vaillamment contre les forces combinées des Autrichiens et de l'armée impériale. Bien que les Autrichiens eussent peiné à réaliser des avancées significatives, la nomination du comte Haddick comme nouveau commandant en chef leur donna un nouvel élan. Il semblait probable que le prince Henri subirait une défaite, mais Haddick retarda son attaque, attendant des renforts de Daun. Ce délai permit à l'armée prussienne de recevoir des troupes de Silésie, et lors de la bataille de Freiberg, les Autrichiens essuyèrent une défaite décisive, subissant de lourdes pertes. Freiberg fut la dernière bataille de la terrible guerre de 7 ans, un conflit qui avait infligé d'immenses souffrances et ravages aux terres qu'il avait traversées. Bien que Frédéric continuât à combattre l'armée impériale pendant un bref laps de temps, le chaos semé par les hussards de Kleist contraignit les petits États allemands à solliciter la paix. En Westphalie et en Hesse, les Prussiens finirent par déposer les armes. L'épuisement généralisé de toutes les parties rendit la paix inévitable. Le 15e jour du mois de février de l'année 1763, le traité de Hubersbourg fut signé, mettant officiellement fin à la guerre. Le traité rétablit toutes les conquêtes territoriales dans leur état initial, la carte demeurant globalement inchangée depuis le début du conflit, et la Prusse conservant la Silésie. Pour Marie-Thérèse, la perte de la Silésie fut le plus douloureux des sacrifices consentis pour la paix. Cette décision pesa lourdement sur son cœur, et elle versa bien des larmes amères. Pourtant, elle choisit finalement d'accepter cette issue, guidée par le désir de ramener les bienfaits de la paix à son peuple. Chapitre 11. À toi, je viens, le dernier voyage de Marie-Thérèse. La paix. Le cri de joie résonna dans tous les vastes domaines de Marie-Thérèse et trouva un écho profond dans son cœur. Bien qu'elle eût le cœur lourd devant la perte définitive de la Silésie, elle dut éprouver un sentiment de soulagement et de gratitude en songeant aux innombrables vies sacrifiées sur des champs de bataille imbibés de sang. Sa profonde piété la poussa sans doute à accepter ce résultat comme la volonté d'une force supérieure. Si tous mes sacrifices, mes efforts et mes luttes n'ont pu reconquérir la Silésie, c'est qu'il l'a voulu ainsi, car pas un seul moineau ne tombe sans qu'il ne le sache. Pour Marie-Thérèse, la paix était bien plus que l'absence de guerre. C'était une opportunité. Elle pouvait désormais tourner toute son attention vers la guérison des ravages causés par des années de conflit et se recentrer sur la gouvernance et le bien-être de son peuple. Ses efforts inlassables pour améliorer leurs conditions avaient déjà paru au cours des rares moments de paix qui avaient ponctué la guerre. À présent, l'achèvement du conflit lui permettait de se consacrer pleinement aux réformes et à la reconstruction, puisant un réconfort dans la tâche de rebâtir son empire et de panser les blessures laissées par la guerre.
Marie-Thérèse n'avait jamais été aveugle aux faiblesses de son empire, même sous le règne de son père. Dès son accession au trône, elle œuvra avec diligence pour y remédier. Elle limita les extravagances de la cour, renforça et modernisa l'armée afin de relever les défis d'un conflit prolongé et réorganisa les finances nationales pour assurer une source de revenus stable en matière de défense et d'administration. Par ces réformes, elle prouva sa capacité exceptionnelle à identifier et à résoudre les problèmes les plus urgents de son empire. Son aptitude à gouverner efficacement ne tenait pas seulement à sa vision, mais aussi à son approche réfléchie et mesurée. Les réformes de Marie-Thérèse n'étaient ni soudaines ni brutales. Au contraire, elle introduisit les changements progressivement et avec soin, garantissant une transition en douceur des anciens systèmes vers les nouveaux. En évitant les bouleversements inutiles, elle obtint des résultats durables qui profitèrent à l'Empire sans aliéner son peuple. Sa clairvoyance, son jugement pragmatique et sa profonde empathie lui permirent d'aborder chaque défi avec une détermination calme et un sens clair de son objectif. Les résultats de ces efforts furent visibles dans tous les domaines de la vie publique, de la réorganisation de l'armée aux améliorations administratives jusqu'à l'efficacité de sa propre maison. Chaque détail, si infime fût-il, recevait son attention méticuleuse. Elle ne recherchait ni gloire personnelle ni louange. Sa satisfaction résidait dans les progrès tangibles et la prospérité que ces réformes apportaient à son peuple. Sous le règne de Marie-Thérèse, la marque de la véritable grandeur ne se trouvait pas dans des monuments élevés à sa gloire, mais dans la force et la vitalité durable de l'empire qu'elle avait si habilement guidé. En matière d'éducation et de savoir, Marie-Thérèse s'appuya fortement sur l'expertise de Van Swieten, éminent médecin et érudit d'origine hollandaise. D'abord nommé à un poste à la cour, sa vaste connaissance dans divers domaines lui valut rapidement des responsabilités accrues. Marie-Thérèse lui confia non seulement la surveillance de la santé publique, mais aussi la conduite de réformes dans d'autres secteurs cruciaux, tels que l'enseignement et les institutions culturelles. Sous la direction attentive de l'impératrice, Van Swieten dirigea la réforme du système éducatif autrichien et la modernisation de la bibliothèque impériale. Son travail aboutit à la création de nombreuses écoles et établissements spécialisés, notamment un consacré à l'étude des langues orientales, reflétant les liens croissants de l'Autriche avec l'Orient, un collège vétérinaire, ainsi qu'une académie destinée aux jeunes nobles. Les efforts de Marie-Thérèse s'étendirent également à la limitation de l'autorité ecclésiastique excessive et à la nécessité d'une réforme monastique. Malgré sa foi sincère, elle reconnaissait la nécessité d'aligner les institutions religieuses sur les exigences du progrès moderne. L'impératrice aimait partager sa vision avec ceux qui exerçaient une autorité autour d'elle. Le monde est en pleine mutation. De nouveaux continents sont découverts, de nouvelles inventions émergent. Sur le champ de bataille, la foi et la loyauté seront bientôt supplantées par d'autres forces. Bien que nous ne comprenions pas encore pleinement leur nature, une chose est certaine. Si nous voulons être les plus forts, les plus influents et les plus progressistes, nous devons mettre l'accent sur l'éducation et l'administration. Nos institutions doivent fonctionner avec ordre et objectivité. Les entreprises scientifiques exigent des esprits habiles. Et pour les former, nous devons dépasser nos rivaux dans le domaine de l'instruction. Tandis que nous luttons pour défendre les terres de nos ancêtres, les nations océaniques mènent des guerres pour des terres au-delà des mers. Les politiques que j'ai soutenues durant mon règne pourront troubler certains esprits étroits d'aujourd'hui, mais cela ne me concerne pas. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle Dieu m'a choisie comme impératrice, et non eux. Ne croyez-vous pas? Tout aussi importante fut sa volonté d'améliorer l'éducation des classes populaires. À cette époque, l'Autriche était en retard en matière d'enseignement public et l'ignorance était largement répandue parmi les gens du commun. Marie-Thérèse trouva un allié clé
en la personne de Joseph von Sonnenfels, qui plaidait pour une éducation généralisée, déclarant « Il ne suffit pas d'avoir des écoles publiques dans les grandes villes. Pas même le plus petit village ne devrait en être dépourvu. » Elle soutint pleinement cette vision, méritant ainsi le titre de mère de son pays. L'établissement de l'école normale à Vienne servit de modèle pour d'autres cités, et ses réformes s'étendirent bientôt aux provinces d'Autriche et au-delà. L'héritage de Marie-Thérèse se distingue aussi par l'abolition de la question, cette méthode barbare de torture. Ce geste, à lui seul, aurait suffi à assurer sa place dans l'histoire comme défenseur de la dignité humaine et du progrès. Pourtant, ses contributions allèrent bien au-delà de cette réforme marquante. Tous les domaines du gouvernement et de la vie publique portèrent l'empreinte de son intelligence, de sa compassion et de son dévouement envers son peuple. Son influence s'étendit également aux arts. Marie-Thérèse fut une mécène dévouée de la musique, soutenant les carrières de figures illustres telles que Gluck, Haydn et Mozart, dont les œuvres illuminèrent son époque. Elle encouragea aussi les arts visuels, permettant à la peinture et à la sculpture de s'épanouir sous son patronage. Son règne constitua un âge d'or d'enrichissement culturel et de réforme, témoignage de sa vision extraordinaire et de son inébranlable engagement à faire progresser son empire. Les contributions de Marie-Thérèse au développement de l'agriculture, du commerce et des échanges laissèrent un héritage durable. Bien que l'impact complet de ses efforts ne fût pas immédiatement perceptible, son travail fondateur prépara le terrain pour de futurs progrès. Elle créa des écoles d'agriculture pour fournir aux paysans les connaissances et les compétences nécessaires à l'amélioration de leurs pratiques. Consciente de l'importance d'un usage efficace des terres, elle mit en place un vaste système de drainage pour assainir d'immenses étendues, les transformant en terres agricoles productives et créant des opportunités de peuplement et d'exploitation dans des régions peu peuplées, telles que la Hongrie, la Galicie, la Bohême et le Banat, où de nouveaux villages furent fondés par des colons travailleurs. Pour stimuler davantage le développement agricole, Marie-Thérèse fonda la Société économique de Basse-Autriche et instaura des concours primés pour encourager l'innovation. Elle importa des moutons mérinos d'Espagne, qu'elle remit à des bergers locaux pour améliorer la production lainière. En Hongrie et en Bohême, où s'étendaient des champs de lin, elle appuya la création de ruchers, tandis que de superbes chevaux étaient élevés pour soutenir la cavalerie. Ces efforts garantirent que les ressources de l'Empire fussent utilisées à l'intérieur de ses frontières, réduisant la dépendance aux importations étrangères et enrichissant l'économie locale. Son influence s'étendit au-delà de l'agriculture, touchant le commerce et les infrastructures. Elle améliora les routes, construisit des canaux et œuvra à rendre les fleuves plus navigables, facilitant ainsi les échanges commerciaux. De nouveaux marchés furent créés, les ports maritimes agrandis et les industries locales encouragées par la construction d'usines. Ces projets stimulèrent la croissance économique et renforcèrent l'autosuffisance de l'Empire. Malgré l'immensité de ses responsabilités, Marie-Thérèse resta profondément engagée dans chaque détail. Les rapports lui étaient adressés directement et elle s'entretenait souvent avec des experts, les impressionnant par sa perspicacité et ses suggestions concrètes. Elle équilibrera ses exigences avec un dévouement inébranlable envers la gouvernance et son rôle d'épouse et de mère, qu'elle considérait comme des devoirs sacrés. Sa vie de famille reflétait un mélange remarquable de simplicité et d'affection, rare dans une maison royale. Marie-Thérèse et son époux, l'empereur François, partageaient un lien profond d'amour et de respect, malgré la désapprobation initiale de son père quant à leur mariage. Leur union était caractérisée par une dévotion mutuelle. La nature ardente et décisive de Marie-Thérèse s'accordait avec le tempérament calme et mesuré de François. Bien que des désaccords survinssent parfois, ils étaient de courte durée, souvent aplanis grâce à la médiation discrète de la comtesse Fuchs, confidente de tous deux. Leur cercle familial, empli de chaleur et de sincérité, reflétait le caractère de l'impératrice.
alliant la grandeur du rang royal à l'intimité d'un foyer aimant. La capacité de Marie-Thérèse à gouverner avec force et vision, tout en préservant une vie de famille harmonieuse, témoigne de ses talents hors du commun en tant que souveraine et en tant que femme. L'empereur s'impliquait rarement dans des domaines qui ne l'intéressaient pas, laissant la plupart des affaires de l'État à Marie-Thérèse, sauf lorsqu'elle sollicitait expressément son avis. Dans de tels moments, il prodiguait volontiers ses conseils, souvent sensible aux fines flatteries de ses requêtes. Leur mariage fut une union heureuse, bénie de 16 enfants au cœur de leur existence. Pour Marie-Thérèse, ces enfants représentaient une source de réconfort et de force face au poids de la gouvernance. Leur affection lui offrait un refuge contre la lourdeur des responsabilités, tout particulièrement les plus jeunes, toujours chéris d'une tendresse particulière. Elle retrouvait souvent courage et paix dans leurs embrassades et leur amour innocent. Les différences de tempérament entre Marie-Thérèse et son mari se complétaient dans l'éducation de leurs enfants. La patience et la facilité d'humeur de l'empereur contrebalançaient le caractère ardent et décidé de l'impératrice. Ensemble, ils s'unissaient pour inculquer à leurs enfants de solides principes moraux et éthiques. L'empereur insistait sur l'obéissance, la bonne conduite et l'ordre, tandis que Marie-Thérèse veillait à leur formation morale et religieuse. C'est dans l'intimité de la vie familiale qu'elle était la plus gracieuse et la plus attachante. L'éducation de leurs enfants était un devoir sacré pour les deux parents, qui choisirent les meilleurs précepteurs. Marie-Thérèse porta une attention particulière à son fils aîné et héritier, Joseph, veillant à ce qu'il maîtrise les nombreuses langues parlées dans son empire. Elle comprenait combien il était essentiel pour un souverain de communiquer avec ses sujets dans leur langue maternelle. Pour honorer la fidélité de la Hongrie, elle nomma le prestigieux prince hongrois Batthyány comme intendant de la maison de Joseph. Son souci du détail s'étendait jusqu'à enseigner à ses enfants à traiter chacun, y compris les serviteurs et les gens de condition modeste, avec respect et courtoisie, un exemple de bienveillance et d'humilité dont toute famille pourrait s'inspirer. Cette vie de famille harmonieuse, qui avait tant comblé Marie-Thérèse, fut brisée par la mort de son époux bien-aimé. Cette perte jeta une ombre sur ses dernières années et elle adopta la tenue de deuil qu'elle ne quitta plus depuis le jour de son décès. La profonde estime de Marie-Thérèse pour les services loyaux allait au-delà des honneurs et récompenses officielles. Ses relations chaleureuses et personnelles avec ceux qu'elle chérissait montraient le haut respect qu'elle nourrissait pour leur dévouement. Elle appelait affectueusement le comte Palffy « mon père », qualifiait l'intrépide Khevenhuller de « chevalier » et le vaillant Traun de « bouclier ». Sa prévenance envers ses conseillers de confiance transparaît dans ses écrits concernant le comte Chotek, au sujet duquel elle exprima une vive inquiétude. J'ai reçu de ses nouvelles chaque jour, et pendant 2 jours, j'ai redouté le pire. Lorsqu'il pourra se lever, j'irai lui rendre visite. Lorsque le comte Chotek demanda l'aide du médecin de la cour, le docteur Kessler, pour son enfant malade, Marie-Thérèse répondit sans attendre, pleine de compassion : « Dieu soit loué, il sera entre d'aussi bonnes mains que celle de Kessler. Tout peut être arrangé facilement, et j'enverrai la lettre à Van Swieten, pour la forme. J'ai passé une partie de la nuit éveillée à penser à cet enfant si charmant. Van Swieten était très inquiet lorsque je lui ai appris l'état de l'enfant, mais il s'est beaucoup éclairci en apprenant que Kessler s'en occuperait. Je prie pour qu'il ne reste pas marqué, comme l'a été son frère Humlauer. J'ai demandé à Kessler de me faire un rapport quotidien sur ses progrès, car je me soucie beaucoup de son bien-être. Un jour, alors qu'elle séjournait à Laxenbourg, Marie-Thérèse apprit qu'une pauvre femme, âgée de 108 ans, incapable de se rendre à la cérémonie traditionnelle du Jeudi Saint, au cours de laquelle l'impératrice lavait les pieds des pauvres, était profondément affligée de ne pas pouvoir la voir. Cette femme, que l'impératrice connaissait pour sa présence constante à cet événement, était très peinée. Touchée, Marie-Thérèse se rendit elle-même au logis de la vieille dame.
Marie-Thérèse s'exprima avec sa chaleur habituelle. Vous étiez affligée parce que vous ne pouviez me voir. Eh bien, consolez-vous, ma bonne femme, car je suis venue à vous. Elle s'assit au chevet de la malade, lui parla avec bonté et compassion. Avant de partir, elle laissa une somme d'argent généreuse pour assurer ses soins et continua à s'enquérir de son état par la suite. Un autre moment, gravé dans le cœur de ses sujets autrichiens, se produisit le 19e jour du mois de février de l'année 1768, lors d'une représentation théâtrale. Un messager apporta la nouvelle que l'épouse de son fils Léopold venait de donner naissance à un fils. Transportée de joie, Marie-Thérèse se leva, se pencha sur la balustrade de sa loge et agita l'annonce. « Léopold a un garçon », proclama-t-elle devant le public, qui répondit par des applaudissements enthousiastes. Ce geste spontané montrait le lien étroit qui l'unissait à son peuple. Toutefois, les dernières années de la vie de Marie-Thérèse furent marquées par des épreuves et des peines. La mort soudaine et inattendue de son époux bien-aimé fut une perte dévastatrice. Bien qu'elle se soit appuyée sur son fils Joseph pour la soutenir, le nommant co-régent, cette décision fut davantage motivée par la nécessité politique que par un besoin personnel. Ensemble, ils durent faire face à des dilemmes politiques majeurs, notamment le partage de la Pologne, une question qui troubla profondément Marie-Thérèse. Marie-Thérèse aborda ce sujet, le cœur lourd, ses paroles imprégnées du poids de ses convictions morales. Je consens à cette décision uniquement parce que tant d'hommes sages l'ont jugée nécessaire. Mais longtemps après ma disparition, le temps révélera l'amertume des conséquences de cet acte. Cela m'a causé une grande peine et rempli d'inquiétude plus que n'importe quelle autre épreuve que j'ai connue. En vérité, j'ai honte d'en avoir été témoin. Les opinions politiques de l'empereur Joseph différaient sensiblement de celles de sa mère, en grande partie à cause des circonstances changeantes de l'époque. Cette divergence se manifesta particulièrement lors du différend sur la succession de Bavière qui assombrit les dernières années de Marie-Thérèse. Lorsque l'électeur de Bavière mourut sans héritier, Joseph revendiqua ses territoires. Cependant, Marie-Thérèse reconnut la fragilité de ses prétentions et éprouva une profonde rancœur envers l'ingérence et l'opposition de Frédéric le Grand aux ambitions de son fils. Tandis que Joseph brûlait de faire valoir ses droits, Marie-Thérèse redoutait le spectre d'une nouvelle guerre. La situation escalada jusqu'aux portes du conflit avant que la paix de Teschen, conclue en l'année 1779, ne mette un terme à la crise. Une résolution largement attribuée à l'influence de Marie-Thérèse, à son grand soulagement. Malgré le poids des ans, la popularité et l'influence de Marie-Thérèse restèrent intactes. Alors qu'elle faiblissait physiquement et jugeait contraignants les effets de son surpoids, son esprit et son cœur conservaient leur vigueur, et sa compassion ainsi que son intérêt pour autrui ne fléchirent jamais. Le 18e jour du mois de novembre de l'année 1780, il se produisit un incident inhabituel. Marie-Thérèse était profondément attachée à la mémoire de son époux défunt, marquant chaque anniversaire de sa mort par une visite à sa tombe dans la crypte impériale. Dénuant ses forces, la marche et la montée des marches lui étaient devenues difficiles. Elle utilisait un siège spécialement conçu pour être descendue dans la crypte. Ce jour-là, alors qu'elle était en train de descendre, la corde qui soutenait le siège se rompit soudain. Bien qu'elle ne fût pas blessée, le choc fut profond et elle interpréta cet accident comme un signe que son propre temps était proche. Le lendemain, Marie-Thérèse développa une forte toux, sans doute provoquée par un froid contracté lors de sa visite à la tombe. D'abord, elle la prit à la légère, mais la toux s'aggrava, devenant convulsive et suscitant la crainte de l'étouffement. Une saignée ne procura que peu de soulagement, et la pleurésie s'installa, la contraignant à demeurer assise dans un fauteuil pour respirer plus aisément. Malgré ses souffrances, elle endura sa maladie avec patience et courage. Après une quinte de toux particulièrement violente, elle s'exclama
Que Dieu veuille que la fin vienne bientôt, car je ne sais comment je pourrais supporter cela plus longtemps. » À l'archiduc Maximilien, elle déclara « Jusqu'ici, mon courage et ma fermeté ne m'ont pas abandonné. Je prie Dieu, vers lequel toutes mes pensées sont tournées, de me permettre de les conserver jusqu'au bout. » L'état de Marie-Thérèse s'aggrava et elle devint pleinement consciente de sa fin prochaine. Fidèle à sa foi catholique, elle demanda à recevoir le dernier sacrement, puis fit appeler tous ses enfants présents à Vienne à son chevet. Marie-Thérèse dit « Chers enfants, j'ai reçu le Saint-Sacrement, et je sais que je ne guérirai pas. Souvenez-vous des soins et des efforts que votre Père, Feu l'Empereur, et moi avons déployés pour votre éducation, de combien nous vous avons aimé, et de la manière dont nous avons toujours cherché à assurer votre bonheur. Tout ce que je possède en ce monde vous appartient. » Se tournant vers l'empereur Joseph. « Ainsi, je n'ai plus rien à arranger. Seulement mes enfants sont miens, et ils le resteront toujours. Je vous les confie. Promettez-moi d'être un père pour eux. Je mourrai en paix si vous jurez de les guider et de les protéger fidèlement. » Puis, s'adressant aux autres enfants, « À partir de maintenant, vous devez considérer l'empereur comme votre souverain. Honorez-le et obéissez-lui en tant que tel. Que ses conseils vous guident. Aimez-le et ayez confiance en lui, de tout votre cœur, afin qu'il puisse trouver du plaisir à vous accorder son attention, son amitié et son affection. » Sur ce, elle bénit chacun de ses enfants, présents comme absents. Bouleversés, ils pleurèrent et sanglotèrent, une émotion qui toucha profondément Marie-Thérèse, tout en lui causant de la peine. Avec douceur et fermeté, elle leur dit « Je pense qu'il vaudrait mieux que vous alliez dans la pièce voisine, pour vous calmer. » Jusqu'à ces derniers instants, Marie-Thérèse continua de s'occuper des affaires de l'État. De sa main, elle signa plusieurs documents et exprima sa gratitude à Kaunitz pour son loyal service. Elle chargea également le chancelier hongrois Esterházy de transmettre sa reconnaissance sincère au peuple hongrois pour sa fidélité inébranlable et son soutien durant son règne, exhortant Joseph à toujours tenir en haute estime leur dévouement. Joseph resta à ses côtés. Sa respiration devint plus difficile, et vers 8 heures, elle s'écria soudain « Ouvrez la fenêtre !» Tentant de se lever de son fauteuil, elle fut doucement soutenue par Joseph qui demanda « Où votre Majesté souhaite-t-elle aller ?» Levant les yeux, Marie-Thérèse prononça ces dernières paroles « Vers toi, j'arrive !» Sur ces mots, elle retomba en arrière et s'éteignit paisiblement. Marie-Thérèse mourut le 29e jour du mois de novembre de l'année 1780, à l'âge de 63 ans. 4 jours plus tard, son corps fut déposé auprès de son époux bien-aimé dans la crypte impériale de l'église des Capucins à Vienne. Sa disparition plongea son peuple dans un profond chagrin qui déplorait la perte d'une souveraine si universellement aimée et respectée. Frédéric le Grand, son adversaire de longue date en temps de guerre, exprima son profond respect pour elle en déclarant « La mort de l'impératrice m'a beaucoup affligé. Elle honorait son trône et son sexe. J'ai fait la guerre contre elle, mais je n'ai jamais été son ennemi.